Elle n'est pas ta femme, papa. Un garçon handicapé interrompt le mariage d'un milliardaire. Juste avant qu'il ne dise oui, je le veux. Elle n'est pas ta femme, papa. La voix du prêtre s'éteignit au milieu de sa phrase. Toutes les têtes se tournèrent. Un garçon de 9 ans en fauteuil roulant avançait dans l'allée, ses petites mains tremblant autour d'une photo froissée. Des exclamations parcoururent la foule élégante. Des femmes en robe de soie, des hommes en costume sur mesure, téléphone levé pour filmer la scène. « Maman, s'il te plaît », supplia le garçon d'une voix brisée. « Ne l'épouse pas. » Quelques instants plus tôt, Atlanta n'avait jamais vu un mariage pareil. Le domaine des Caldwell brillait sous le soleil de fin d'après-midi. Des roses blanches drapaient des arches dorées, un chœur gospel fredonnait près de la fontaine de marbre. Les invités, vêtus de soie et de tenues de créateurs, murmuraient à propos du marié, Richard Caldwell, milliardaire, et de la jeune femme s'avançant vers lui, Maya Brooks. Les appareils photos crépitaient tandis qu'elle avançait, sa robe ivoire glissant comme de la fumée. Le chœur s'éleva dans un hymne sous la chaleur du sud. Tout le monde souriait, sauf un petit garçon au fond, assis silencieusement dans un fauteuil roulant argenté. Jadon Brooks, 9 ans, regardait à travers ses larmes. Ses mains serraient les accoudoirs alors que le prêtre commençait. « Cher bien-aimé, nous sommes réunis ici aujourd'hui. » Le cœur de Jadon battait si fort qu'il n'entendait presque plus les mots. Sa mère, se tenait là, tenant les mains d'un autre homme. L'homme que tout le monde disait bon et puissant. Celui qu'elle lui avait demandé d'appeler Monsieur Caldwell. Il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose. Cet homme n'était pas censé être le mari de sa mère. À côté de lui, Tasha, la meilleure amie de Maya, murmura. « Bébé, fais pas de bêtises. Promets-le-moi. » Mais le regard de Jadon restait fixé sur Maya. Ses doigts tremblaient dans la main du milliardaire. Elle ne voulait pas ça. Il le sentait. Le prêtre sourit. Si quelqu'un ici s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence tomba sur la cour. La main de Jadon se leva. Et sa petite voix, faible mais claire, fendit le silence. Elle n'est pas ta femme, papa. Les têtes se tournèrent. Un cri de stupeur parcourut la foule. Une femme laissa tomber sa pochette. Le cœur se tut. Maya resta figée, son bouquet tremblant. Richard cligna des yeux, la surprise laissant place à la colère. Les caméras capturèrent chaque seconde. Le garçon handicapé avançait dans l'allée, sa voix tremblante mais courageuse. « Maman, dis-lui. Dis-lui que tu ne peux pas l'épouser. »« La sécurité !» hurla Richard. Mais Maya s'élança en avant. « Attendez !» Elle tomba à genoux devant son fils. « Jadon, mon bébé, s'il te plaît. » Mais le mal était fait. La foule murmurait. « Qui est cet enfant? Pourquoi l'appelle-t-il maman ?» Le visage de Richard s'assombrit. « C'est quoi cette mise en scène ?» Les larmes coulant sur ses joues, Maya répondit. « Ce n'est pas une mise en scène, Richard. C'est mon fils. »« Le tien ?» gronda-t-il. « Alors qui est son père ?» Avant qu'elle ne parle, grand-mère Leverne Caldwell, en habit du dimanche, se leva de la première rangée. Sa voix résonna comme une cloche d'église. « Richard Caldwell, surveille ton langage. Cet enfant ressemble trait pour trait à ton fils Jordan quand il avait 9 ans. » Le silence tomba. Les bras de Richard retombèrent le long de son corps. Maya détourna le regard. Jadon éclata en sanglots. La chef de chœur se signa. « Seigneur Jésus, les péchés des pères finissent toujours par revenir à la maison. » Et tandis que Maya serrait son fils devant des centaines de regards incrédules. La famille la plus riche d'Atlanta sombra dans le chaos. Leur mensonge venait d'être mis à nu par l'enfant qu'ils pensaient incapable de parler. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux d'un modeste appartement du sud d'Atlanta. Maya était assise au bord de son lit, fixant son téléphone saturé d'appels manqués, d'alertes et de messages. Le mariage Caldwell interrompu par un enfant en fauteuil roulant. Son nom était partout. Son visage, qu'elle avait voulu cacher, appartenait désormais au public. De l'autre côté de la pièce, Jadon dormait encore, la tête penchée, les lèvres entr'ouvertes. La lumière bleue de la télévision éclairait son visage, rejouant encore et encore la scène qui avait brisé leur vie. Quand Maya tendit la main pour éteindre l'écran, les yeux du garçon s'ouvrirent.
Maman, on a des ennuis? Elle força un sourire tremblant. Non, mon cœur. Tu as juste dit la vérité. Mais il avait l'air si en colère. Il a toujours l'air en colère, murmura-t-elle. Une semaine plus tôt, la vie était plus simple, difficile, mais calme. Maya travaillait en double poste à la clinique, essayant de recoller les morceaux de ses factures et de ses rêves. Chaque soir, elle rentrait auprès de Jadon, toujours souriant et plein de questions. Curieux, courageux, parfois trop mature pour son âge. Mais certaines nuits, elle le regardait dormir en se demandant combien de temps encore elle pourrait cacher le nom de son père. 3 ans plus tôt, Jadon courait sous la pluie devant leur ancien immeuble quand une berline noire arriva trop vite. Des pneus hurlèrent, le métal se tordit, et en un instant, son rire s'éteignit. Le conducteur ne s'arrêta jamais. Les hôpitaux devinrent leur seconde maison. Les médecins parlaient en pourcentage, jamais en promesses. Il ne remarchera peut-être jamais. Maya refusa d'y croire. Elle pria à travers chaque séance de rééducation, chaque nuit blanche. Puis un matin, toutes les factures furent payées. Par un donateur anonyme. Elle posa des questions. Personne n'eut de réponse. Ce soulagement semblait trop lourd, comme une culpabilité déguisée en bonté. Ce matin-là, Tasha entra en trombe, téléphone en main. Fille, Internet est en feu. On dit que l'empire de ce mec vacille. Ton fils, tout le monde l'appelle un héros. Maya enfouit son visage dans ses mains. Un héros? C'est un enfant. Je voulais juste qu'il soit en sécurité. La sécurité, ma belle, ça n'existe plus quand les milliardaires et les secrets se mêlent. Un coup frappa à la porte. Maya se figea. Par le Judas, elle aperçut un uniforme. Détective Carter Owens. Mademoiselle Brox, j'aimerais vous parler de l'accident, il y a 3 ans. Vous avez trouvé quelque chose? Demanda-t-elle, la gorge serrée. Peut-être. Mais après ce qui s'est passé hier, quelqu'un semble vouloir nous empêcher de le faire. Pendant que les adultes parlaient à voix basse, Jadon s'approcha de la fenêtre. En bas, des flashs éclataient. Les journalistes campaient déjà dans la rue. Il murmura. Je ne voulais pas fâcher tout le monde. Je voulais juste que ma famille soit réunie. Cet après-midi-là, les vidéos du mariage envahirent toutes les plateformes. Des millions de vues. Certains appelaient Jadon brave. D'autres traitaient Maya de profiteuse. Mais dans leur petit appartement, il n'y avait qu'une mère protégeant son fils. Et un enfant qui se demandait pourquoi la vérité faisait si mal. Le soir, alors que la pluie tapait contre la vitre, Maya borda Jadon. Maman, murmura-t-il. Tu crois que papa nous déteste maintenant? Elle hésita, puis souffla. Non, mon cœur. Il ne s'est juste pas encore aimé comme il faut. Dehors, le tonnerre roula sur Atlanta, doux mais persistant. Comme l'écho d'une tempête qui n'était pas encore terminée. Et quelque part, dans les beaux quartiers, dans un manoir fait de marbre et de secrets, Richard Caldwell se versa un verre, les yeux fixés sur la vidéo repassée en boucle, sans le son. Sa mâchoire se contractait. Son empire vacillait. Le monde allait bientôt découvrir qu'une vérité, une fois prononcée, ne se tait jamais bien longtemps. Cet après-midi-là, la pluie continuait de lécher les vitres de la ville tandis que le manoir Caldwell bourdonnait comme une ruche assiégée. Les journalistes attendaient derrière les grilles de fer. Les caméras braquées sur la longue allée. À l'intérieur, les lustres brillaient, mais la maison semblait glaciale. Richard Caldwell se tenait devant la cheminée de marbre, les mains croisées dans le dos, observant encore et encore la vidéo de son mariage ruiné. Chaque fois que le garçon criait ces mots, sa mâchoire se serrait un peu plus. Elle n'est pas ta femme, papa. Il éteignit l'écran. Son visage se durcit. Faites-la venir, ordonna-t-il à son assistant. Maintenant. 1 heure plus tard, Maya entra. Le bruit de ses talons résonna sur le sol carrelé. Ses yeux gonflés de larmes, son port droit mais fragile. Qui est ce garçon? Demanda Richard d'une voix tranchante. Vous savez qui il est? Répondit-elle d'une voix tremblante. Je te demande d'être honnête. Et toi, tu me demandes d'avoir honte, souffla-t-elle. Richard abattit sa main sur la cheminée. Ne joue pas avec moi. Tu m'as humilié devant tout Atlanta, devant les investisseurs, devant le maire. La voix de Maya se brisa. Je n'ai rien planifié, Richard. C'est juste un enfant qui voulait connaître la vérité.
La vérité de qui? La mienne ou la tienne? Leurs regards se croisèrent, deux âmes prisonnières des mêmes secrets. Depuis l'étage, Evelyn Caldwell, en soie grise, observait en silence. Elle pouvait sentir la tension dans l'air. Lorsque Richard quitta la pièce, furieux, elle descendit lentement l'escalier. « Tu as l'air épuisé, dit-elle à Maya. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, murmura Maya. Evelyn soupira, sa voix douce mais chargée d'une autorité glaciale. Rien ne se passe jamais comme on le voudrait. Mais dis-moi franchement, qui est le père de l'enfant? Maya hésita. Sa voix n'était qu'un souffle. Jordan. Le nom tomba comme un coup de tonnerre. Les yeux d'Evelyn se fermèrent. Je le savais. Richard va te détruire pour ça. Et il entraînera le garçon avec toi s'il le peut. À des centaines de kilomètres, à Los Angeles, Jordan Caldwell faisait défiler son téléphone. La vidéo virale s'arrêta sur le visage de l'enfant. Les mêmes yeux bruns, larges et brillants, les siens. Sa gorge se serra. Sans réfléchir, il réserva le premier vol pour Atlanta. À son atterrissage, son téléphone vibrait de messages. N'approche pas, Jordan. Papa est furieux. La famille va exploser. Il répondit simplement. Il est peut-être temps qu'elle explose. Au manoir, Marcus trouva leur père en train de faire les 100 pas. Il faut gérer les dégâts, dit Marcus. Ce qu'il faut, coupa Richard, c'est le silence. Cette femme ne me détruira pas. C'est la mère d'un enfant, papa. Un enfant handicapé qui s'est invité à ton mariage. Ton petit-fils. Marcus avait parlé d'une voix calme. Le silence tomba aussitôt. Richard se tourna, les yeux flamboyants. Tu n'en sais rien. Mais au fond, Marcus vit la peur dans son regard, la peur d'un homme qui savait déjà la vérité. De l'autre côté de la ville, Maya faisait rouler Jadon dans leur petite cuisine. Le garçon traçait des gouttes de pluie sur la vitre du doigt. « Maman, est-ce que monsieur Caldwell va m'emmener loin d'ici? Personne ne t'emmènera nulle part, répondit-elle en s'agenouillant près de lui. Mais il m'a regardé comme si j'étais méchant. Tu n'es pas méchant, mon cœur. Tu es courageux. Il esquissa un petit sourire. Je voulais juste qu'il sache qu'on est une famille. Elle le serra fort contre elle. Parfois, dire la vérité rend les gens en colère, avant de les rendre justes. Cette nuit-là, grand-mère Leverne appela Evelyn depuis sa véranda, la pluie battant sur le toit. Fille, je te l'avais dit il y a des années. La vérité enterrée sous l'argent finit toujours par sentir, dit-elle. Tout remonte à la surface, soupira Evelyn. Qu'il en soit ainsi, répondit Leverne. Peut-être que cette fois, le Seigneur s'est servi d'un enfant pour faire ce que les adultes n'ont jamais osé faire. À minuit, Richard était seul dans son bureau. Le verre de whisky tremblait entre ses doigts. Il ouvrit un tiroir et sortit une vieille photo. Jordan, 10 ans, souriant à côté d'une jeune femme qui ressemblait étrangement à Maya. Son reflet vacillait dans le verre. Cet enfant ne peut pas être le sien. Il ne peut pas être le mien, murmura-t-il. Dehors, un éclair fendit le ciel, brutal, éblouissant, révélant tout, l'espace d'un souffle. Ailleurs, Maya bordait Jadon dans son lit, sans savoir que le même éclair illuminait la main serrée de Richard autour de cette photo. Quand le tonnerre s'éteignit, deux familles restèrent éveillées. L'une rongée par la culpabilité, l'autre par la peur. Toutes deux redoutant une aube sans paix. Et quelque part entre les deux, la voix d'un enfant résonnait dans leurs rêves. Elle n'est pas ta femme, papa. Les mots qui avaient brisé le mariage hantaient désormais la nuit, promettant que la tempête ne faisait que commencer. Le matin suivant, un crachin lourd enveloppait Atlanta lorsque le premier vol en provenance de Los Angeles atterrit à Hartsfield-Jackson. Jordan Caldwell descendit de l'avion, vêtu d'un sweat noir, le visage marqué par 9 années de fantôme. La vidéo tournait en boucle dans sa tête. La voix du garçon, le fauteuil roulant, les yeux ses yeux. Il n'avait pas dormi. À peine respiré. À midi, il se tenait devant l'immeuble de Maya. Petit, modeste, tout le contraire du monde dans lequel il avait grandi. Quand la porte s'ouvrit, le visage de Maya se figea. Un long silence. Le passé venait de se replier sur le présent. Son rire dans le studio, sa musique emplissant son petit appartement. La nuit où elle lui avait annoncé sa grossesse, puis sa disparition. Jordan, souffla-t-elle. Tu aurais dû me le dire,
répondit-il, la voix basse. Elle s'effaça pour le laisser entrer. À la fenêtre, Jadon était assis dans son fauteuil, les roues captant la lumière. Il leva les yeux vers l'inconnu avec curiosité. Mais quelque chose dans son visage fit vaciller Jordan. Les mêmes fossettes. La même flamme tranquille. « Salut, petit bonhomme » dit-il en s'accroupissant. « Je peux m'asseoir avec toi? Tu joues du piano ?» demanda Jadon. J'en jouais, oui. Et toi? Maman dit que je deviens meilleur. Elle a raison, répondit Jordan d'une voix tremblante. Tu es déjà meilleur que moi. Dans l'embrasure, Maya les observait, les yeux pleins de larmes. Elle sentait ses murs s'effondrer à chaque mot échangé. Pendant des années, elle les avait séparés pour les protéger. Mais ils se retrouvaient, père et fils, sans même le savoir. « Pourquoi es-tu parti comme ça ?» demanda Jordan, le regard fixe. « Tu crois que je ne serais pas resté? Que je n'aurais pas combattu pour toi ?» Sa voix se brisa. « Tu ne comprends pas. Ton père est venu chez moi le lendemain du jour où je t'ai annoncé ma grossesse. Il m'a dit que si je t'aimais vraiment, je devais m'éloigner. Et il a fait en sorte que je le fasse. » Jordan resta figé. « Il t'a menacé? Il a acheté mon silence. Il a payé mon loyer d'1 an d'avance, puis m'a renvoyé de la fondation. Je n'ai plus jamais pris un centime, mais je ne pouvais pas risquer ton avenir. » Jordan serra les poings. « Il m'a dit que tu étais parti avec un autre. Et je l'ai cru. Je savais qu'il dirait ça, murmura-t-elle. C'est pour ça que je suis resté loin. » Un silence lourd tomba entre eux. « Maman, c'est qui? » demanda Jadon innocemment. « C'est quelqu'un que j'ai aimé autrefois, » répondit-elle doucement. Jordan força un sourire. « Ce n'est pas grave, petit gars. Je voulais juste m'assurer que toi et ta maman alliez bien. » Mais au fond de lui, il savait. Il savait exactement ce que cet enfant représentait. Plus tard dans la soirée, Jordan se rendit au manoir Caldwell. La pluie avait cessé, mais la maison brillait sous un ciel gris. Comme si même les murs avaient honte. Richard l'attendait dans le bureau, un verre de scotch à la main. « Tu as vu la vidéo ?» dit-il sèchement. « Oui. » Jordan le fixa. « C'est mon fils, n'est-ce pas ?» Richard ne broncha pas. « Je ne sais pas ce que cette femme t'a raconté. Elle m'a dit la vérité. Tu l'as acheté. Tu as tout détruit. » Richard se leva, sa voix éclatant dans la pièce. « Je t'ai sauvé. Cette fille aurait traîné notre nom dans la boue. » Jordan répliqua, les yeux brûlants. « Tu n'avais pas besoin d'elle pour ça. Tu l'as déjà fait tout seul. C'est ton petit-fils, papa. Et tu l'as traité comme un déchet avant même de savoir son nom. » Pour la première fois de sa vie, Jordan vit la peur dans les yeux de son père. Pas la peur de perdre de l'argent, mais celle de perdre le contrôle. Lorsqu'il quitta la pièce, Evelyn l'attendait au bas de l'escalier. « Jordan, » dit-elle doucement. « J'ai essayé de l'arrêter, il y a des années. Mais ton père n'écoute personne, pas même le Seigneur. » La voix de Jordan se brisa. « Ce petit garçon mérite mieux que nous tous. » Evelyn posa une main sur son bras. « Alors sois l'homme dont il a besoin. Ne laisse pas les péchés de ton père devenir les tiens. » Cette nuit-là, Jordan retourna à l'appartement de Maya. Les lumières de la ville scintillaient à travers la bruine. Jadon dormait, la tête posée sur un petit clavier jouet. Maya le regardait en silence. « Il est magnifique, » murmura Jordan. Elle hocha la tête. « Il est fort. Il est tout ce que j'ai toujours prié d'avoir. » Jordan prit une lente inspiration. « Si Richard a quelque chose à voir avec cet accident. » « Ne dis rien, » l'interrompit-elle rapidement, la voix tremblante. « Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. » Mais Jordan ne pouvait contenir la tempête qui montait en lui. Il toucha doucement la main de Jadon, le cœur serré d'amour et de colère. « Si mon père a blessé cet enfant d'une manière ou d'une autre, » murmura-t-il, « je ferai en sorte qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. » Dehors, le tonnerre roula faiblement au loin. Maya le regarda, les larmes glissant sur ses joues. « Quand tu es en colère, tu lui ressembles tellement, » chuchota-t-elle. Il ferma les yeux. « Alors prie pour que j'apprenne à être meilleur. » Quelque part, dans les hauteurs de la ville, Richard observait la pluie qui traçait des lignes sur sa fenêtre. Il n'avait pas encore compris que son empire n'était plus son plus grand problème. C'était la vérité qui marchait, respirait et grandissait dans un petit appartement du sud d'Atlanta, attendant que la justice trouve sa voie.
Le lendemain se leva calme, mais lourd de tension. Les nuages s'étaient éloignés vers l'est, mais l'air au-dessus d'Atlanta semblait plus dense que jamais. À l'intérieur du manoir Caldwell, l'odeur de parfum de luxe se mêlait à celle de la panique. Des camionnettes de presse s'alignaient devant les grilles, tels des vautours en quête d'un titre. Les équipes de relations publiques s'agitaient, chuchotant des plans de gestion de crise, tandis que Richard restait debout devant la fenêtre, fixant son empire en train de brûler, minute après minute. Le nom de Maya était sur tous les sites de potins. Une chercheuse d'or démasquée au mariage Caldwell. Un enfant mystérieux interrompt la cérémonie du milliardaire. L'affaire était devenue un festin médiatique, et Richard, comme toujours, voulait contrôler le récit. Il se tourna vers Marcus, debout à côté de lui, le téléphone à l'oreille. Appelle le Times. Dis-leur que Maya Brooks est une menteuse. Qu'elle est obsédée par moi depuis des années. Si nous ne parlons pas les premiers, ils écriront leur propre version. Marcus baissa son téléphone. Papa, ça ne réglera rien. Ça réglera le cours de l'action, répondit froidement Richard. Et c'est tout ce qui compte. Il ne remarqua Alain qu'en voyant son reflet dans la vitre derrière lui. La vérité compte encore, dit-elle doucement. Richard ne se retourna pas. Pas quand la vérité coûte des milliards. Peut-être que c'est le prix que tu dois payer, répondit-elle calmement. Son ton fit hésiter Richard. Il la regarda, sa femme par arrangement, toujours élégante, toujours acérée. Tu crois que je vais laisser une femme des bas quartiers détruire tout ce que j'ai bâti? Je crois, répliqua-t-elle, que tu l'as déjà fait toi-même. Dans son petit appartement, Maya était assise à la table de la cuisine, l'écran de son ordinateur illuminant son visage. Chaque photo d'elle sur Internet était suivie de commentaires cruels. Jadon, à côté, dessinait tranquillement, inconscient de l'ampleur de la tempête qu'avait déclenchée sa vérité. Le téléphone sonna. Elle hésita, puis décrocha. C'était Evelyn. Maya, dit la vieille femme d'une voix douce, je sais que tu ne me fais pas confiance. Mais sois prudente. Richard dit à ses gens de t'écraser. Il n'en a pas fini avec toi. La main de Maya trembla. Je ne peux pas le combattre, Madame Caldwell. Il est trop puissant. Tu n'es pas seul. Crois-moi, il s'est fait des ennemis jusque dans sa propre maison. À peine avait-elle raccroché que Tasha fit irruption, téléphone en main. Fille, ton petit fait le buzz encore. Regarde ça, les gens l'appellent le petit diseur de vérité d'Atlanta. Maya jeta un coup d'œil à l'écran, et pour la première fois depuis le mariage, esquissa un léger sourire. Il mérite mieux que tout ce chaos. Il est fort, répondit Tasha. Mais tu dois empêcher cet homme de contrôler l'histoire. Il faut que tu répondes. Maya ne dit rien, mais quelque chose s'alluma dans son regard, une flamme tranquille, la même force qui l'avait porté à travers les hôpitaux et les nuits froides. Cet après-midi-là, grand-mère Leverne appela depuis sa véranda. Sa voix, posée et chaleureuse, remplit le silence. Amène ce garçon dîner, Maya. Il a besoin de vrais repas et d'une famille fière de lui. Ce dimanche-là, Maya poussa le fauteuil de Jadon jusqu'au domaine des Caldwell pour la première fois depuis le scandale. Les gardes hésitèrent, mais s'écartèrent sur ordre de Leverne. Dans la salle à manger, la lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant l'argenterie et la porcelaine. C'était comme entrer dans un autre monde bâti sur le pouvoir, pas sur l'amour. Bienvenue, mon petit, dit Leverne en serrant Jadon dans ses bras. Tu ressembles à quelqu'un qui a mené une bataille, et qui l'a gagnée. Jadon sourit. J'ai juste dit la vérité, madame. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Ils mangèrent ensemble, des rires apaisant doucement les blessures de la semaine passée. Mais à l'étage, Richard observait depuis le balcon. Son visage était impassible, mais son cœur lui semblait étranger. Ce garçon, son petit-fils, riait d'un rire qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Et, pendant un bref instant, il ne ressentit pas de colère. Il ressentit de l'envie. Plus tard dans la soirée, Maya se retrouva seule dans le couloir près de l'ancienne salle de musique. La porte grinça, révélant un grand piano, immaculé, mais jamais joué. Jadon s'avança, curieux. « Je peux » demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il appuya sur quelques touches. La mélodie était douce, hésitante, mais belle. Evelyn apparut derrière eux. Il joue comme Jordan, à son âge, murmura-t-elle.
Le nom fit sursauter Maya. Elle tourna la tête, voyant dans les yeux d'Evelyne un mélange de nostalgie et de regret. Il tient ça de son père, répondit Maya doucement. Je sais, dit Evelyne. Et Richard le sait aussi. Il ne veut juste pas encore l'admettre. Avant que Maya ne puisse répondre, Richard apparut dans l'encadrement de la porte, la voix basse. Vous profitez bien de ma maison? Jadon cessa de jouer. Maya se redressa. Vous avez du culot de l'amener ici, continua-t-il. C'est votre petit-fils, répondit-elle calmement. Ne joue pas à ça avec moi. Je ne joue à rien. C'est toi qui as fait de la vie des gens un jeu. Evelyne s'interposa. Assez, Richard. Mais il ne s'arrêta pas. Tu crois que tu peux utiliser ce gamin pour me détruire? Je n'ai rien à faire, répondit Maya. Tu t'en charges très bien tout seul. Ils partirent peu après, le silence pesant dans la voiture. Jadon, la tête contre la vitre, murmura. Maman, pourquoi il nous déteste? Il ne te déteste pas, mon ange, répondit-elle doucement. Il ne sait juste pas aimer comme il faut. De retour au manoir, Richard versa un autre verre et fixa la salle de piano vide. La mélodie de Jadon résonnait encore faiblement dans sa tête. Elle ressemblait à du pardon, une musique qu'il n'avait jamais appris à jouer. À travers la ville, sous la lumière d'une lampe de bureau, le détective Owens feuilletait un vieux dossier d'accident. Le nom Caldwell était encerclé en rouge. Quelque chose clochait. Il décrocha le téléphone. Je crois qu'il est temps de rouvrir ce dossier. Et quelque part entre la vérité et la vengeance, les fondations d'une famille recommencèrent à se fissurer. D'abord doucement, invisiblement, mais assez profondément pour que bientôt toute la ville en ressente le choc. La tempête ne s'était pas arrêtée, elle avait seulement marqué une pause. Elle n'était pas terminée. Le lendemain matin se déploya comme une gueule de bois que toute la ville semblait partager. Le cycle des nouvelles était devenu impitoyable. Les images du mariage tournaient en boucle sur les plateaux télé et les sites de potins. Tout le monde avait une opinion sur Maya Brox, la mariée mystérieuse qui avait interrompu les vœux d'un milliardaire. Mais personne ne se souciait du garçon derrière toute cette histoire. Personne, sauf Richard Caldwell, assis à son bureau en acajou, fixant un petit sachet en plastique contenant un unique cheveu brun, arraché de la brosse que sa domestique avait récupérée dans l'appartement de mère. Il se disait que ce n'était pas une question d'orgueil, mais de clarté. Pourtant, au fond, il était désespéré de savoir si l'enfant qu'il aimait détester et détestait aimer appartenait vraiment à sa lignée. Il scella l'enveloppe, appela un laboratoire privé et prononça 6 mots au goût de rouille. Faites vite. L'argent n'est pas un problème. De l'autre côté de la ville, Maya était assise dans un café sombre, les mains serrées autour d'une tasse de café noir refroidi. Elle avait démissionné de la fondation Caldwell ce matin-là. Une décision non planifiée, un acte de dignité après l'humiliation publique lors de la réunion du personnel. Elle pouvait encore entendre les murmures des cadres tirés à 4 épingles. C'est elle, la femme du mariage. Quand elle se leva pour partir, son téléphone vibra. C'était Jordan. Je peux te voir? Dit-il, la voix brisée. Tu l'as déjà fait, répondit-elle doucement. Maya, je dois te parler du garçon, de Jadon. Alors dis ce que tu as à dire, en face. Elle hésita, puis lui donna une adresse. Il y avait dans sa voix une douleur qu'elle reconnaissait encore, assez forte pour lui faire accepter malgré elle. Cet après-midi-là, ils se retrouvèrent dans un parc. Jadon était avec Tasha, nourrissant les canards près de l'étang, tandis que Maya et Jordan s'assirent sur un banc sous un sycomore. Longtemps, aucun des deux ne parla. La ville bourdonnait autour d'eux, mais le monde semblait réduit à l'espace entre leurs genoux. Il a ton rire, finit par dire Jordan. Maya esquissa un faible sourire. Et ta tête dure aussi. Il n'avait aucune chance. Jordan rit nerveusement. Puis, sortant une photo pliée de sa poche, elle remarqua que sa main tremblait. C'était une vieille photo d'eux, dans son studio d'enregistrement, les bras l'un autour de l'autre, la jeunesse rayonnant de bonheur. Je l'ai gardée toutes ces années, dit-il. Mon père m'avait dit que tu ne voulais pas de moi. Que tu avais avorté du bébé. Maya eut le souffle coupé. Il t'a dit ça? Il a dit que tu étais parti avec un promoteur de boîte de nuit. Je l'ai cru. J'étais jeune, stupide. Elle détourna le regard, les larmes brûlant ses cils. Il ne t'a pas seulement menti, Jordan.
Il a acheté mon silence. Mais je n'ai jamais pris l'argent. J'ai choisi la paix plutôt que le poison. Jordan se pencha vers elle. Il y a quelque chose que tu dois savoir, toi aussi. Je crois que mon père a eu un lien avec l'accident de Jadon. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu racontes? Le détective m'a appelé ce matin. De nouvelles preuves sont apparues. Une berline noire, enregistrée au nom de Caldwell Holdings, a été vue près des lieux cette nuit-là. La main de Maya vola à sa bouche. Non. Je ne dis pas que c'était lui, mais je ne peux plus fermer les yeux. Maya regarda Jadon, riant avec Tasha au bord de l'eau, et sentit son cœur se serrer. S'il apprend qu'on sait, il nous détruira avant que la vérité sorte. Alors faisons en sorte qu'il ne puisse pas, répondit Jordan d'une voix calme mais ferme, le ton d'un homme écrasé par la culpabilité. Cette nuit-là, Evelyn était garée devant l'immeuble de Maya. Elle venait de voir le pasteur et portait une lourde décision dans son cœur. Elle monta les marches et frappa. Maya ouvrit la porte, surprise. « Madame Caldwell? Je suis venue m'excuser, dit Evelyn en entrant. Pour ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Pour l'avoir laissé te blesser. Vous saviez? Demanda Maya, bouleversée. Je savais qu'il t'avait payé pour te taire. Je ne savais pas pour l'enfant. Elles s'assirent à la petite table de la cuisine, le ronron du réfrigérateur emplissant le silence. Les hommes comme Richard, continua Evelyn, pensent que l'argent efface le péché. Mais il ne fait qu'agrandir la tâche. Maya inspira profondément. Alors il est peut-être temps que le monde voie cette tâche. Pendant ce temps, au manoir, Marcus trouva son père arpentant encore le bureau. Papa, la presse ne lâche pas l'affaire. Elle lâchera, quand on reprendra le contrôle de l'histoire, répondit Richard. Et si le test ADN prouve ce qu'on sait déjà? Richard se retourna brusquement. Alors personne ne le verra. Pas un mot, tu m'entends? Cacher ça te ruinera, dit Marcus calmement. Les yeux de Richard se plissèrent. Tu penses que le fils de cette femme mérite mon nom? Je pense que le fils de cette femme mérite un père qui n'est pas un lâche. La main de Richard tressaillit, ce même geste qui avait bâti des empires et brisé des hommes, mais Marcus ne broncha pas. Il tourna simplement les talons et partit, le bruit de ses pas résonnant dans le couloir. Plus tard, cette nuit-là, les résultats arrivèrent. Une enveloppe blanche, simple, marquée seulement du sceau du laboratoire. Richard la fixa longuement avant de la déchirer. Une ligne, en lettres noires, le foudroya. Paternité exclue. Il resta figé, le cœur battant 2 fois, puis stoppé net par l'incrédulité. L'enfant n'était pas son fils. Il était celui de Jordan. Le papier glissa de ses doigts et tomba dans la cheminée. En le regardant se consumer, il murmura. Personne ne doit jamais savoir. À l'autre bout de la ville, Maya était assise près du lit de Jadon, lui brossant les cheveux alors qu'il s'endormait. Son téléphone vibra. C'était Tasha, haletante. Fille, la photo dont je t'ai parlé, je l'ai retrouvée. Toi, Jordan, et bébé Jadon avant l'accident. Tu veux que je la poste? Maya hésita, regardant son fils endormi. Pas encore, dit-elle. La vérité, c'est comme le feu. Elle brûle trop vite si on l'allume mal. Mais elle savait qu'au matin, l'étincelle s'enflammerait d'elle-même. Les secrets de Richard ne resteraient pas enfouis pour toujours. Dehors, le vent soufflait faiblement, effleurant les arbres comme un avertissement murmuré. Et dans le manoir plongé dans l'obscurité, Richard Caldwell se tenait seul devant la cheminée, observant les cendres de son déni s'élever comme des fantômes, ignorant que, à l'aube, ces mêmes fantômes viendraient frapper à sa porte. Le matin se leva, doux et argenté. Mais dans l'appartement de Maya, la tension était si lourde qu'on aurait pu l'étouffer. L'air vibrait encore des vérités prononcées la veille. Jadon remua dans son lit, le bip de son réveil battant comme un cœur. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit le monde différemment. À la télévision, les gens disaient son nom. Sa mère paraissait épuisée. Et l'homme qui l'appelait papa le regardait comme une erreur. Il voulait réparer tout ça. À midi, Maya était sortie rencontrer un avocat recommandé par Evelyn. Tasha devait garder Jadon, mais elle était coincée dans les embouteillages. Quand elle envoya 5 minutes, le garçon roulait déjà vers la porte. Il avait assez entendu les conversations des adultes pour savoir où se trouvait le manoir Caldwell. Il se souvenait des grilles, des lions de pierre, des hommes en costume.
Ses petits doigts tremblaient en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Je veux juste qu'il nous aime, murmura-t-il. Le ciel était gris tandis qu'il avançait sur le trottoir, les roues de son fauteuil grinçant à chaque secousse. Les passants le regardaient sans s'arrêter, juste un garçon en mission trop grande pour lui. Quand Maya rentra à la maison et réalisa qu'il avait disparu, l'appartement était silencieux. La rampe pour fauteuil roulant donnait directement sur la rue. Son cri traversa le couloir. Jadon. Les grilles du manoir Caldwell scintillaient sous la pluie quand Jadon arriva, essoufflé et à moitié trempé. Le garde à la porte fronça les sourcils. « Eh, petit gars, tu t'es perdu ?» Jadon secoua la tête. « Non, monsieur. J'habite ici. » Le garde eut un petit rire. « Tu en es sûr ? » « Je suis le petit-fils de monsieur Caldwell, » répondit fièrement Jadon, levant une photo imprimée depuis le téléphone de sa mère, celle où Maya le tenait bébé dans ses bras. Quelque chose dans le regard du garçon fit hésiter le garde. Il passa un rapide coup de fil, puis appuya sur le bouton pour ouvrir la grille. « Entre, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » À l'intérieur, la maison paraissait trop grande, trop silencieuse. La voix de Jadon résonna quand il appela. « Monsieur Caldwell ?» Aucune réponse. Il s'avança un peu plus, s'arrêtant quand il entendit de la musique. Un vieux disque qui tournait quelque part dans le couloir. Richard était assis dans le bureau, un verre à la main, feignant de lire le journal. Lorsqu'il leva les yeux et vit Jadon dans l'embrasure de la porte, son visage se figea. « Que fais-tu ici ?» Jadon avala sa salive. « Je suis venu m'excuser. »« T'excuser ?» répéta Richard avec mépris. « Tu as ruiné ma vie, gamin. » Les lèvres de Jadon tremblèrent. « Je ne voulais pas. Je voulais juste dire la vérité. » La voix de Richard devint tranchante, glaciale. « La vérité, c'est pour les adultes, pas pour les enfants. » « Mais c'était un mensonge, » dit Jadon doucement. « Vous avez dit que maman allait devenir votre femme, mais elle pleure encore tous les soirs. Ce n'est pas de l'amour. » La mâchoire de l'homme se crispa. Pendant un instant, il ne vit pas un enfant, mais le reflet du fils qu'il n'avait jamais su élever. Puis il détourna le regard, soupira. « Rentre chez toi, Jadon. » Avant d'empirer les choses. Les yeux de Jadon se remplirent de larmes. « Je voulais juste un papa. » Richard se leva brusquement, secoué, incapable de répondre. Sa voix se brisa soudain. « Qu'on le fasse sortir d'ici !» hurla-t-il vers le couloir. Mais personne ne vint. Le soir, Maya avait mobilisé la police, Tasha et la moitié du quartier pour le chercher. Son téléphone ne cessait de sonner, appels d'Evelyn, de Jordan, même de journalistes. Chaque minute lui semblait durer une éternité. Quand le détective Owens arriva, elle se précipita vers lui. « Il a disparu. Je ne trouve plus mon fils. On va le retrouver, » dit le détective fermement. « Vous avez dit qu'il avait déjà parlé des Caldwell ? » Oui. Oh mon Dieu, s'il est allé là-bas. Ils roulèrent à toute vitesse sous la pluie vers Buckhead. Dans le manoir, Jadon était assis près du piano, jouant doucement la même mélodie que Jordan jouait autrefois pour Maya. Richard se tenait derrière lui, silencieux. Les petites mains de Jadon bougeaient avec délicatesse, la mélodie tremblait, mais restait belle. Quand la musique s'arrêta, Jadon murmura. « Mon papa joue comme ça aussi. Peut-être que vous pourriez le rencontrer un jour. » La gorge de Richard se serra. « Peut-être, » répondit-il, presque pour lui-même. Puis des phares brillèrent à travers la fenêtre. Des pneus crissèrent. Les portes d'entrée s'ouvrirent brusquement. « Jadon !» cria Maya en entrant, trempée et haletante. « Maman !» Il fit tourner son fauteuil vers elle et se lança. Elle tomba à genoux et le serra contre elle en sanglotant. Richard resta immobile près du piano, figé entre la honte et une forme d'émerveillement. Il n'avait jamais vu un amour pareil, désordonné, farouche, indestructible. Le détective Owens entra derrière eux, la main posée sur son insigne. Ses yeux croisèrent ceux de Richard. « Il faut qu'on parle, monsieur Caldwell. À propos de ce vieux dossier d'accident. » Le visage de Richard pâlit. « Ce n'est pas le moment. C'est le seul qu'il reste, » répondit calmement Owens. Plus tard dans la nuit, de retour à l'appartement, Jadon dormait, épuisé mais sain et sauf. Maya était assise à son chevet, brossant ses boucles. « Maman, » murmura-t-il, « est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?»
Elle embrassa son front. Non, mon chéri. Tu as fait quelque chose de courageux. Mais parfois, être courageux, ça met les adultes mal à l'aise. Il sourit faiblement. Tu crois que papa viendra nous voir? Je crois, murmura-t-elle, qu'il a déjà commencé. Elle éteignit la lumière, gardant sa main posée sur la sienne. De l'autre côté de la ville, Jordan se tenait sur le perron de son père, la pluie dégoulinant de sa veste. Il ne frappa pas tout de suite. Quand il le fit enfin, Richard ouvrit la porte, impassible. « Tu l'as retrouvé » demanda-t-il d'une voix basse. « Oui. Il te cherchait. » Les yeux de Richard s'adoucirent. Il n'aurait pas dû chercher aussi fort. Ils restèrent un moment silencieux. Deux hommes séparés par l'orgueil et des années de mensonges. Puis Jordan dit « C'est mon fils, papa. Mais tu pourrais encore faire partie de sa famille, si tu arrêtais de te faire passer pour la victime. » Alors qu'il tournait les talons, la voix de Richard se brisa derrière lui. « Il m'a appelé papa. » Jordan s'arrêta sur les marches, la pluie dégoulinant de sa casquette. « Alors commence à te comporter comme tel. » Richard referma lentement la porte. Son reflet dans le verre fut sa seule compagnie, tandis que le bruit de la pluie était la seule réponse qu'il reçut. Et quelque part dans la ville, un garçon de 9 ans rêvait de musique et de lumière, sans savoir que sa vérité venait de commencer à remodeler le destin de toute la famille Caldwell. Le lendemain après-midi, Atlanta étouffait sous un ciel humide. Le manoir Caldwell, jadis symbole de stabilité, semblait désormais bâti sur l'essence et les murmures. Le personnel parlait à voix basse. Les journalistes étaient revenus aux grilles. Chaque appel passé par Richard finissait en dispute. Chaque respiration portait un goût de regret. Dans la ville, Maya éteignit la télévision lorsque le reportage sur Jadon passa à nouveau. Son visage était partout maintenant, le garçon en fauteuil qui avait stoppé un mariage de milliardaire. Elle coupa le son avant que son nom ne résonne dans l'appartement comme une malédiction. Jadon, assis à la table, colorié en fredonnant doucement, feignant d'ignorer l'inquiétude de sa mère. « Maman » demanda-t-il doucement. « On a encore des ennuis ?»« Non, mon cœur » répondit-elle en lui caressant les cheveux. « La vérité, ce n'est pas un problème. C'est juste, bruyant, parfois. » Un coup à la porte les fit sursauter tous les deux. Maya ouvrit. Jordan était là, un impair sur l'épaule, le regard lourd. « Il faut qu'on parle, dit-il. C'est à propos de mon père. » De l'autre côté de la ville, dans les couloirs de marbre du manoir Caldwell, Marcus faisait défiler son téléphone, les mains tremblantes. « Papa, dit-il enfin, tu ne peux pas la poursuivre en justice. » Richard leva les yeux de son bureau. « Regarde-moi faire. Ce n'est plus une question de réputation. Tu t'en prends à une mère et à son enfant parce que tu refuses de te regarder en face. » Le regard de Richard se glaça. « Elle m'a humilié. On n'humilie pas un Caldwell sans en payer le prix. C'est toi qui nous as transformés en gros titres. » Répliqua Marcus. « Tu as bâti cette famille sur des mensonges, et tu t'étonnes qu'elle s'effondre ?» Le visage de Richard se durcit. « Tu n'as aucune idée de ce que ça coûte d'être moi. » Marcus jeta violemment la tablette sur le bureau. « C'est bien ça le problème, papa. Tu crois que la douleur peut s'acheter et se cacher. » Il quitta la pièce, laissant Richard seul face à son reflet dans la vitre, un empire en costume, incapable de maîtriser même son propre sang. Dans l'appartement de Maya, la tension était palpable. Jordan était assis à la table de la cuisine pendant qu'elle servait 2 tasses de café qu'ils ne touchèrent pas. « Je sors du manoir, dit-il. Les avocats de mon père préparent une plainte. Diffamation, détresse émotionnelle, atteinte à la vie privée. » Maya eut un rire amer. « Il veut vraiment poursuivre un enfant de 9 ans ? Il me poursuit à travers toi, » répondit doucement Jordan. « Il veut te faire taire par la peur. »« J'ai fini d'avoir peur, » dit-elle, le regard ancré dans le sien. « Je te crois, » répondit-il. Et pour la première fois, elle retrouva un éclat du jeune homme qu'elle avait aimé. Plus âgé, plus calme, mais toujours en train de se battre pour ce qui compte. Quelques minutes plus tard, Tasha fit irruption, téléphone en main, les yeux écarquillés. « Vous n'allez pas y croire. La fiancée de Marcus a fait fuiter des documents du cabinet. Il y a la preuve que les factures d'hôpital de ton fils ont été payées par des comptes Caldwell, sous de fausses associations caritatives. » Maya resta figée. Donc, c'était vrai. Il savait.
Jordan se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, la rage montant en lui. Il a voulu laver sa culpabilité avec de l'argent. Tasha hocha la tête. Et il va bientôt le regretter, parce que je viens d'envoyer ce dossier à Chanel 7. Le cœur de Maya s'emballa. Tasha, non. La presse va tout déformer. Ils vont encore s'en prendre à Jadon. Chérie, ils l'ont déjà fait, répondit Tasha. Autant laisser la vérité se défendre elle-même. Quelques heures plus tard, Evelyn se tenait dans le grand hall du manoir, une valise à ses pieds. Elle en avait assez. Je m'en vais, Richard, dit-elle calmement. Il leva à peine les yeux de son verre. Ne fais pas de scène. Cette maison est une scène depuis 20 ans, répliqua-t-elle. Et je suis fatigué de jouer dans ton spectacle. Où iras-tu? Demanda-t-il avec amertume. Quelque part où il reste encore un peu de paix. Et d'honnêteté. Il tourna vers elle un regard vitreux. Tu es toujours ma femme. Elle secoua la tête. Seulement sur le papier. Et ce papier brûle comme tout est secret. Elle sortit sans un mot de plus. La porte se referma doucement derrière elle. Pour la première fois depuis des années, Richard était vraiment seul. Ce soir-là, Maya reçut un appel de grand-mère Leverne. La voix de la vieille femme était faible. « Ma petite, je viens de voir les infos. Tu as remué le nid de guêpe, hein? » « Je ne voulais pas, » répondit Maya, les larmes aux yeux. « Parfois, faut bien remuer le nid pour que le poison sorte, » murmura Leverne. Sa voix se fit tremblante. Mais ce vieux cœur ne supporte plus trop ces histoires. « Grand-mère, tu vas bien? »« Je vais bien, ma chérie. Juste fatiguée. Peut-être un peu trop fatiguée. » Quelques heures plus tard, Maya reçut un autre appel. Cette fois, c'était Jordan. Sa voix se brisait. Ses grands-mères, elle s'est effondrée. Le monde de Maya vacilla. Quoi? À quel point c'est grave? Elle est à l'hôpital. Papa aussi est là. Sans hésiter, Maya attrapa son sac, prit Jadon dans ses bras et fonça vers la voiture. À l'hôpital Grady Memorial, l'air sentait l'antiseptique et la pluie. Leverne reposait dans son lit, un tube d'oxygène au nez, sa Bible sur les genoux. Richard était assis près de la fenêtre, le regard vide. Quand Maya et Jadon entrèrent, il leva lentement la tête. Son visage s'adoucit à la vue du garçon. Leverne ouvrit les yeux et murmura. « Le Seigneur savait qu'il faudrait une tempête pareille pour réunir tous mes enfants dans la même pièce. » Maya lui prit la main. « Tu vas t'en sortir, grand-mère. » La vieille femme esquissa un sourire. « Ma fille, je vais bien. Je veux juste que vous arrêtiez de croire que l'amour doit venir avec des mensonges. » La gorge de Richard se serra. « Maman, je n'ai jamais. » « Ne termine pas, » le coupa-t-elle. « Tu as bâti des tours jusqu'au ciel, mais tu as oublié que les fondations, c'est la vérité. Et maintenant elles s'écroulent, et tu accuses le vent. » Le silence tomba, rythmé seulement par les bips du moniteur. Jadon s'approcha du lit, posa sa petite main sur celle de sa grand-mère. « Je suis désolé, grand-mère, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas que tout le monde se dispute. » Elle sourit, les yeux humides. « Oh, mon petit, tu n'as pas allumé le feu. Tu as juste apporté la lumière. » Richard baissa la tête. Pour la première fois depuis longtemps, le milliardaire semblait humain. Plus tard dans la nuit, la famille attendait dans la salle d'attente. Jordan et Maya étaient assis côte à côte. Jadon dormait, la tête posée sur le bras de son père. « Elle va s'en sortir, » murmura Jordan. « Elle doit, » répondit Maya. « C'est la seule qui empêche cette famille de tomber en morceaux. » Jordan regarda Jadon. Peut-être pas la seule. Dehors, le tonnerre grondait doucement au-dessus d'Atlanta, comme à contre-cœur. Dedans, pour la première fois depuis 10 ans, la famille était réunie. Chacun comprenait que le feu peut détruire, mais aussi purifier. Dans la lueur tamisée de l'hôpital, Jadon remua dans son sommeil et murmura. « On est tous une famille, hein ?» Maya lui caressa la joue. « Oui, mon amour. On est une famille. Même quand ça fait mal. » La tempête dehors s'était calmée, mais à l'intérieur du Grady Memorial, la tension restait palpable. Le doux bip des machines rythmait l'attente. Leverne dormait, ses mains frêles posées sur sa Bible usée. Evelyn priait doucement à son chevet. Dans le couloir, Maya observait à travers la vitre, une main posée sur l'épaule de Jadon. Jordan, non loin,
faisait les 100 pas près du distributeur. Elle est stable, répétait-il comme un mantra. Elle va s'en sortir. Elle est plus forte que nous tous, répondit Maya. Il eut un petit rire fatigué. Oui, mais elle ne devrait pas avoir à l'être. À ce moment-là, l'inspecteur Carter Owens sortit de l'ascenseur, son imperméable encore mouillé par la pluie. Son regard était sérieux, mais compatissant. Mademoiselle Brox, Jordan. Il faut qu'on parle en privé. Ils le suivirent dans une petite salle de consultation. Il posa une chemise cartonnée sur la table. J'ai retrouvé quelque chose dans les anciens dossiers, dit-il en tapotant la couverture. La nuit de l'accident de Jadon. Le ventre de Maya se noua. Qu'avez-vous trouvé? Owens ouvrit le dossier. Une déposition de témoin. Elle avait été ignorée ou enterrée. Le témoin a décrit la voiture, berline noire, plaque partielle, et un emblème doré en forme de C à l'arrière. Jordan fronça les sourcils. Caldwell. Owens hocha la tête. Exactement. Caldwell Holdings possédait 2 véhicules correspondant à cette description. L'un était enregistré sous une société écran liée au bureau de votre père. Maya blêmit. Vous dites que Richard a causé l'accident? Owens secoua la tête. Je dis que sa voiture était là. On ne sait pas encore qui conduisait, mais quelqu'un a fait disparaître ce dossier avant le procès. Je l'ai retrouvé dans un ancien dépôt d'archives, prêt à être détruit. Jordan se leva d'un bond, les poings serrés. Il a dit un jour qu'il voulait lui faire peur. Qu'elle regrette d'être partie. Maya porta la main à sa bouche. Il a voulu me faire peur, et il a failli tuer notre enfant. Owens referma lentement le dossier. Vous aurez besoin de preuves avant de présenter ça à la police ou à la presse. Sans preuves solides, il vous écrasera. Jordan murmura, la voix basse. Alors on trouvera les preuves. Plus tard dans la soirée, Evelyn était toujours auprès de Leverne. La vieille femme remua, ouvrit les yeux. Seigneur, je suis encore là, marmonna-t-elle. Evelyn eut un petit rire. Tu nous as fait une peur bleue. Ça fait toute ma vie que je vous fais peur pour que vous disiez enfin la vérité, grogna Leverne. Evelyn lui prit la main. Maman, les secrets de Richard le rattrapent. Cette voiture, cet accident. Leverne soupira. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de brisé en lui. La cupidité ne ronge pas que les poches, ma fille. Elle dévore l'âme. Evelyn baissa les yeux. Si tout ça éclate au grand jour, notre nom sera détruit. Leverne ferma les yeux. Peut-être qu'il est temps que ce nom soit lavé une bonne fois pour toutes. Au manoir, Richard se tenait seul dans son bureau. Le feu crépitait faiblement. Son verre de whisky tremblait dans sa main. Chaque gros titre, chaque accusation tournait dans sa tête. Le téléphone sonna. Son avocat. Monsieur, nous avons un problème, dit la voix. Quoi encore? Il existe une copie d'un enregistrement de dashcam datant de la nuit de l'accident. Le détective l'a retrouvé. Si ça refait surface, le détective a des relations. Il ne va pas la céder facilement. Richard fixa le feu, son reflet vacillant dans la vitre. Alors faites-lui une offre. Il raccrocha, le souffle court. Pour la première fois, ce n'était plus la colère, mais la peur qui habitait son regard. Pendant ce temps, Maya et Jordan se retrouvaient dans le petit bureau de Tasha, au centre-ville. Elle passait la journée à trier des emails, des rapports, des documents transmis par la fiancée de Marcus. L'air sentait le café et la tension. Bon, dit Tasha en tapant sur son clavier. J'ai trouvé le transfert. L'association caritative qui a payé les factures d'hôpital de Jadon a été créée 3 jours après l'accident. Elle a été dissoute le même mois. Maya fronça les sourcils. Qui l'a signé? Tasha fit pivoter l'écran vers elle. Tong à Marcus. Jordan se figea. Marcus? Il ne savait probablement pas, répondit Tasha rapidement. L'argent venait d'un fonds contrôlé par Richard. Le nom de Marcus a été utilisé comme couverture. Maya s'affaissa, submergée. Donc même ses fils ne sont que des pions. La voix de Jordan s'assombrit. Plus maintenant. À minuit, Marcus se tenait dans le bureau de son père. Un exemplaire du même dossier qu'Owens avait montré à Mia entre les mains. Son expression était brute. Un mélange de dégoût, de culpabilité et d'incrédulité. Tu m'as menti, dit-il calmement. Richard ne leva pas les yeux. J'ai protégé cette famille.
Tu as payé pour un délit de fuite et enterré des preuves. Je t'ai protégé, cria Richard en se levant. Tu crois que tu aurais une entreprise, un nom, sans moi? Marcus s'approcha, la voix basse mais tremblante. Je ne veux plus de ton nom. Il posa le dossier sur le bureau. Je vais remettre ça au détective. Tu peux me détruire, mais tu ne détruiras pas ce garçon. Un long silence tomba. Puis Richard ricana amèrement. Tu es mon fils. Tu ne le feras pas. Marcus soutint son regard, les yeux fermes. Tu as raison. Je suis ton fils. C'est justement pour ça que je dois le faire. Il se retourna et sortit, laissant Richard fixer le dossier, la vérité qu'il avait passé sa vie à fuir. À l'aube, Maya reçut un message de Marcus. Retrouve-moi au parc où Jadon nourrit les canards. Ne dis rien à mon père. Quand elle arriva, Marcus l'attendait près de l'étang, l'air plus somme que jamais. J'ai apporté ça, dit-il en lui tendant une clé USB. Il y a tout, les virements bancaires, la création de la fausse association, même la déclaration d'assurance de cette nuit-là. Maya hésita. Pourquoi tu nous aides? Parce que je me suis enfin rappelé ce que disait grand-mère, répondit-il. La vérité ne détruit pas les familles. Ce sont les secrets qui le font. Avant qu'elle ne réponde, une voiture s'arrêta brusquement au bord du trottoir. Richard en sortit, la rage marquée sur chaque trait de son visage. C'est donc comme ça que mes fils me remercient? En trahissant leur propre sang? Marcus resta immobile. On ne te trahit pas, papa. On te sauve de toi-même. La voix de Richard se brisa. Tu crois que le monde se soucie de la vérité? Il ne se soucie que de ceux qui la contrôlent. Maya le regarda droit dans les yeux. Alors il est peut-être temps que tu cesses de tout vouloir contrôler. Il fit un pas vers elle, mais la voix de Jadon retentit derrière. Arrête de crier sur ma maman. Richard se figea. Le fauteuil de l'enfant avança lentement, ses petites mains serrant les roues. Tu es censé protéger les gens, dit Jadon, pas leur faire du mal. Le souffle de Richard se coupa. Pendant un instant, quelque chose se brisa en lui, des décennies d'arrogance se dissolvant en honte. Il détourna le regard, les épaules tremblantes. Je n'ai jamais voulu tout ça, murmura-t-il. Marcus le regarda s'éloigner, le silence plus lourd que n'importe quelle dispute. Cette nuit-là, dans la chapelle de l'hôpital, grand-mère Leverne pria doucement sous la lueur des bougies. Evelyne s'agenouilla à côté d'elle. Seigneur, murmura Leverne, laisse la vérité venir, même si elle fait mal. Qu'elle vienne propre. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles agitées. Et dans un commissariat du centre-ville, le détective Owens scella les images récupérées de la caméra embarquée dans un sac de preuves marqué Affaire rouverte enquête Caldwell. Le feu que Richard avait allumé des années plus tôt revenait enfin vers lui, et cette fois, il n'avait plus nulle part où se cacher. La semaine suivante commença avec des titres qui envahirent tous les écrans d'Atlanta. L'Empire Caldwell sous enquête pour fraude et dissimulation. Tout le monde en parlait. Les journalistes disséquaient chaque ancien contrat, les blogueurs publiaient leurs réactions, et même les animateurs radio prononçaient le nom Caldwell comme une légende mêlée à une prophétie. Maya lisait les bandeaux d'actualité depuis un petit café près de son appartement, les mains tremblantes autour de sa tasse. Les procureurs fédéraux demandent un mandat d'arrêt contre le magnate de l'immobilier Richard Caldwell. Elle jeta un œil à Jadon à côté d'elle. Il riait doucement devant un dessin animé sur la tablette, inconscient du monde qui changeait encore autour d'eux. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-il. Elle força un sourire. « Oui, mon cœur. C'est juste une grande journée. » De l'autre côté de la ville, Jordan regardait le même journal depuis son studio d'enregistrement. Le téléphone ne cessait de sonner. Journalistes, avocats, anciens investisseurs, tous posant la même question. « Qu'a fait ton père ?» Il ignora les appels, fixant simplement l'écran, jusqu'à ce que le nom du détective Owens apparaisse. Le policier donnait une déclaration. « Nous avons rouvert l'affaire du délit de fuite de 2018 ayant blessé Jadon Brooks. Nous pensons que des preuves ont été falsifiées pour protéger une personnalité influente. » Jordan s'affaissa dans son fauteuil. Impossible de le nier désormais. La vérité, longtemps chuchotée derrière des portes closes, éclatait au grand jour, aussi bruyante que le tonnerre. Dans son manoir, Richard Caldwell se tenait devant la fenêtre de son bureau. La ligne d'horizon d'Atlanta scintillait derrière lui comme un champ d'éclats de verre.
Ses mains autrefois fermes tremblaient en versant un autre verre. Evelyne entra en silence, droite, digne même dans la douleur. Tu savais que ce jour viendrait, dit-elle doucement. Il ne se retourna pas. Ils vont tout détruire. Peut-être que ça devait l'être. J'ai construit cette famille, dit-il amèrement. J'ai donné à chacun de vous la vie dont les gens rêvent. La voix d'Evelyne se fit plus dure. Non, Richard. Tu nous as achetés avec ton silence. Ce n'est pas la même chose. Elle s'approcha, posant une main sur le bureau. J'ai parlé aux fédéraux. Je leur ai donné ce dont ils avaient besoin. Il se retourna brusquement. Tu as fait quoi? Ses yeux ne vacillèrent pas. C'est fini, Richard. Tu ne peux pas acheter ta sortie cette fois. Il fit un pas vers elle, la colère vibrant dans tout son corps, mais elle ne bougea pas. Tu m'as trahi. Non, répondit-elle, les larmes aux yeux. Tu nous as trahis en premier. Elle quitta la pièce, laissant l'homme qui avait autrefois tout possédé debout parmi les ruines de son orgueil. Au tribunal, les caméras crépitaient pendant que le détective Owens avançait vers la presse, un dossier à la main. Les images de la caméra embarquée confirment que la voiture de Richard Caldwell était présente sur les lieux du délit de fuite. Le véhicule était enregistré au nom d'une société écran liée à Caldwell Holdings. Nous disposons également de nouvelles preuves de détournement de fonds caritatifs et de subornation de témoins. Les journalistes hurlèrent des questions, mais il se contenta de dire. Aucun autre commentaire pour le moment. Dans sa voiture, Maya expira longuement en entendant le rapport à la radio. Tasha, assise sur le siège passager, frappa dans ses mains. Ma fille, ça, c'est la justice en marche. Maya secoua la tête. La justice a toujours un prix, Tasha. Surtout pour des gens comme nous. Ouais, répondit Tasha en jetant un regard vers le siège arrière où Jadon fredonnait. Mais parfois, la vérité rapporte avec les intérêts. Cet après-midi-là, Jordan donna une conférence de presse devant son nouveau projet. La fondation Brooks Caldwell pour la guérison et l'espoir. La foule de journalistes attendait, micros tendus comme des bouches affamées. Il regarda autour de lui, puis vers Maya et Jadon, debout à quelques mètres. Mon père a bâti son empire sur le pouvoir, dit-il d'une voix calme et ferme. Mais le pouvoir sans vérité détruit tout ce qu'il touche. Je ne fuirai pas ses erreurs. Je vais reconstruire autre chose avec transparence, avec responsabilité, et avec le cœur. Il se tourna vers Jadon. Voici mon fils. C'est sa force qui m'a montré ce que le courage signifie vraiment. Le public murmura, quelques applaudissements éclatèrent. Le garçon sourit timidement, sa main serrant celle de sa mère. Pendant un instant, sous le flot des flashs, il ressemblait à l'espoir incarné. Cette nuit-là, Richard Caldwell fut arrêté. Les images passèrent sur toutes les chaînes. Lui, sortant de son manoir, menotté, encadré par des agents fédéraux. Il ne résista pas. Il ne parla pas. Seuls ses yeux, fatigués, hantés, trahissaient la guerre encore en lui. Les journalistes crièrent. Monsieur Caldwell, un commentaire? Étiez-vous au courant du délit de fuite? Regrettez-vous d'avoir tenté de le couvrir? Il ne répondit pas. Il jeta simplement un regard vers la foule, vers une caméra, et pendant un court instant, on aurait dit qu'il cherchait un pardon qui ne viendrait jamais. Evelyne regarda ces images depuis sa modeste nouvelle maison, une main sur la poitrine. Leverne, assise à côté d'elle, tricotait en silence. Il va aller en prison, maman, murmura Evelyne. Leverne ne leva pas les yeux. Tant mieux. Peut-être qu'il trouvera enfin la paix, là où l'orgueil ne peut pas l'atteindre. Evelyne fronça les sourcils. Tu crois vraiment qu'il peut changer? Les aiguilles de la vieille femme cliquetèrent doucement. Tout le monde peut changer, ma fille. Mais certains doivent d'abord tomber tout au fond avant de se souvenir comment s'agenouiller. 2 jours plus tard, Maya entra dans la salle des visites de la prison. Richard était assis de l'autre côté de la vitre, vêtu d'une combinaison orange qui contrastait avec son allure encore soignée. Quand il la vit, il soupira, entre douleur et soulagement. Tu n'étais pas obligé de venir, dit-il. Si, répondit-elle. Pas pour toi. Pour moi. Ils restèrent silencieux un moment, puis elle reprit. Pourquoi tu as fait ça, Richard? Pourquoi tu devais tout contrôler? Il baissa les yeux vers ses mains. Parce que le contrôle est la seule chose que j'ai jamais comprise.
Je ne savais pas aimer sans posséder. Sa voix à elle s'adoucit. On ne possède pas les gens. On les aime en les laissant libres. Il hocha lentement la tête. Je le comprends maintenant. Trop tard, mais je le comprends. Elle se pencha un peu plus vers la vitre. Tu as fait du mal à beaucoup de gens, Richard. Mais Jadon, il te pardonne. Des larmes emplirent ses yeux, le surprenant lui-même. Il ne devrait pas. Peut-être pas, dit-elle. Mais c'est encore un enfant. Il pardonne parce qu'il croit encore que les gens peuvent changer. Un léger sourire effleura ses lèvres. Peut-être qu'il a raison. Le gardien fit signe que le temps était écoulé. Alors qu'elle se levait, Richard murmura. Dis-lui que je ferai mieux. Même derrière ces murs. Elle hocha la tête. Alors commence dès maintenant. Le soir, Maya rentra chez elle. Jadon dessinait par terre, fredonnant doucement. Quand elle lui dit où elle avait été, il sourit simplement. Je suis content que tu lui aies parlé. Ah oui? Il hocha la tête. Oui. Tu dis toujours que les mauvaises personnes peuvent faire de bonnes choses s'ils apprennent à mieux faire. La gorge de Maya se serra. Tu te souviens de ça? Il leva les yeux, son regard brillant. Je me souviens de tout, maman. Jordan les rejoignit sur le canapé, passant un bras autour d'elle. Tous trois restèrent là, tandis que les lumières de la ville brillaient derrière la fenêtre calme, paisible, pour une fois. À la télévision, un journaliste annonçait que le procès de Richard Caldwell commencerait à l'automne. Mais pour Maya et son fils, le verdict n'avait plus d'importance. La vraie justice avait déjà eu lieu, celle qu'on ne mesure pas en années ni en titres de journaux. Elle vivait dans la vérité, et dans le petit cœur d'un enfant qui n'avait jamais cessé de croire que les gens pouvaient changer. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux fins, dorés et doux, réchauffant le parquet usé de l'appartement de Maya. Le bourdonnement lointain du trafic d'Atlanta se mêlait au grésillement du petit déjeuner. Jadon, assis à table, dessinait des super-héros pendant que sa mère faisait sauter des pancakes. Plus que 2 jours? Dit-elle en souriant. Jusqu'à quoi? Demanda-t-il en feignant l'ignorance. Elle rit. Jusqu'à ton anniversaire, monsieur double chiffre. Il bomba le torse. 10 ans? C'est presque un homme, ça. Elle éclata de rire, une tendresse profonde dans la voix. 10 ans, 10 ans de survie, de maternité seule, de peur, de pardon. Cet anniversaire, ce n'était pas seulement le sien. C'était aussi le leur. Jadon griffonna quelque chose, puis leva sa feuille fièrement. Un dessin de lui debout, sans fauteuil, à côté de son père, avec ces mots au-dessus. Mon souhait. Le cœur de Maya se serra. C'est magnifique, mon amour. Il leva les yeux. Tu crois qu'il se réalisera? Elle s'agenouilla près de lui, caressant sa joue. Je crois que les souhaits sont juste des prières dessinées au crayon de couleur, mon trésor. Et si tu y crois, peut-être que Dieu écoute déjà. Il sourit, satisfait, et retourna à son dessin. Cet après-midi-là, Jordan gara sa voiture devant le centre de rééducation. À travers les vitres, il regarda Jadon travailler avec sa kinésithérapeute. Le garçon était concentré, la mâchoire serrée par la détermination. La sueur perlait sur son front tandis qu'il s'appuyait sur les barres parallèles, les bras tremblants mais stables. Très bien, Jadon, dit doucement la docteure Camille Ross. Respire, ne te précipite pas. Les yeux de Jordan s'embuaient. Chaque pas tremblant battait comme un cœur d'espoir. Il repensa à son enfance, voiture de luxe, leçons de piano, professeur privé, mais rien ne lui avait jamais appris ce genre de force. Quand la séance prit fin, Jadon sortit en fauteuil, le sourire éclatant. Tu m'as vu, papa? J'ai tenu debout presque 30 secondes. Jordan s'accroupit, la voix brisée par l'émotion. Oui, je t'ai vu. Tu étais incroyable. Jadon rit. Maman dit que la prochaine fois, je marcherai peut-être quelques pas. Jordan ébouriffa ses cheveux. Tu marches déjà plus haut que bien des hommes, fiston. Ils rentrèrent dans un silence paisible. Jadon fredonnait sur la radio pendant que Jordan, au volant, le regardait dans le rétroviseur, reconnaissant pour chaque son de cette petite voix vivante. Le soir, Maya reçut un appel inattendu. C'était Evelyn. Bonjour ma chérie, dit-elle doucement. Comment va notre petit miracle? Il travaille dur, répondit Maya, prudente mais chaleureuse. Je suis heureuse de l'entendre. Écoute,
je sais que c'est un peu à la dernière minute, mais j'aimerais organiser un petit dîner d'anniversaire pour lui à la salle paroissiale. Rien de luxueux, juste la famille, un peu de nourriture, et un peu de paix. Nous avons tous besoin d'un peu de ça, dit Maya avec hésitation. Après tout ce qu'on a traversé, soupira Evelyne. C'est justement pour ça que la famille doit se souvenir de ce à quoi ressemble la joie. Le Seigneur sait que c'est trop silencieux, ces derniers temps. Maya esquissa un doux sourire. D'accord. Il va adorer ça. 2 jours plus tard, la salle était décorée de guirlandes, de lanternes en papier et d'une grande banderole bleue où l'on pouvait lire. Joyeux anniversaire, Jadon. Les rires résonnaient dans toute la pièce. Les enfants du quartier couraient partout avec des cupcakes à la main, tandis que les adultes discutaient, échangeant sourires et souvenirs. Jadon était assis près de la table du gâteau, les yeux grands ouverts, admirant chaque détail. Regarde, maman. Ils ont même des assiettes Spider-Man. Je vois ça, mon chéri. Tu dois être quelqu'un de très spécial, taquina-t-elle. Jordan arriva, portant un grand paquet soigneusement emballé. Celui-là, c'est de nous deux. Jadon déchira le papier et découvrit un tout nouveau clavier. Un piano, comme celui que tu jouais avant, papa. Exactement, répondit Jordan en s'asseyant à côté de lui. Chaque chanson que j'ai aimée a commencé avec quelqu'un d'assez courageux pour appuyer sur la première touche. Tu es prêt à apprendre? Jadon sourit. Oui. Il appuya sur une note, un do majeur, et le son remplit la salle comme un rayon de soleil à travers un vitrail. Les gens se retournèrent, souriant, applaudissant doucement. Même Leverne, assise dans son fauteuil roulant, essuya une larme. Seigneur, murmura-t-elle. Cet enfant a un esprit qui ferait danser les anges. Maya s'approcha d'elle et s'agenouilla. Merci d'être venue, grand-mère. La vieille femme rit. Ma chérie, je me serais levée de ma tombe pour voir ça. Une famille comme la nôtre ne se réunit pas souvent, sauf quand quelqu'un se marie ou qu'on enterre quelqu'un. Je préfère un anniversaire, de loin. Elles éclatèrent de rire, et pour un instant, toutes les douleurs du passé semblèrent loin, comme un mauvais rêve incapable de toucher le présent. Plus tard dans la soirée, les lumières furent tamisées, les bougies allumées. Tout le monde se rassembla autour du gâteau. Jordan portait Jadon dans ses bras, Maya à leur côté. Le gâteau était simple, glaçage blanc, bougie bleue en forme du chiffre 10, et les mots. Continue de briller, Jadon. Fais ton vœu, murmura Maya. Jadon ferma les yeux. La pièce devint silencieuse, chaque cœur suspendu à son souffle. Je souhaite, dit-il doucement, pouvoir marcher un jour à côté de maman et papa, et que grand-père retrouve le chemin de la maison. Un silence total suivit. Puis, une à une, les bougies s'éteignirent sous son souffle. Quand la lumière revint, les applaudissements éclatèrent, mais Maya remarqua le regard de Jordan, ému et hanté à la fois. Evelyne serra son petit-fils dans ses bras. C'est un vœu magnifique, mon cœur. Grand-mère Leverne dit que les vœux sont des prières qui dansent, répondit Jadon en souriant. C'est vrai, mon sucre, dit Leverne en riant doucement. Mais alors que tout le monde riait et applaudissait, Maya aperçut quelque chose au fond de la salle. Un homme en costume gris, près de la sortie. Son regard était baissé, mais sa présence lui coupa le souffle. Richard. Il se tenait là, amaigri, pâle, l'humilité là où autrefois régnait l'arrogance. Les gardiens avaient dû lui accorder une permission temporaire pour son audience, et d'une manière ou d'une autre, il était venu ici. Jordan suivit le regard de Maya, le visage se durcissant. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas, murmura-t-elle. Mais laisse-le. Richard fit un pas en avant. Les conversations se turent. La musique s'éteignit. Jadon le remarqua le premier. Ses yeux s'écarquillèrent non pas de peur, mais de compassion. Bonjour, papy, dit-il doucement. Le mot papy flotta dans l'air comme une prière inattendue. Richard déglutit difficilement, les larmes aux yeux. Je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire, mon garçon. Merci, répondit Jadon timidement. Evelyne tremblait, mais Leverne posa une main ferme sur son bras. Laisse-le parler. Richard regarda autour de lui des visages qui autrefois l'admiraient, et qui maintenant le voyaient comme un homme brisé. Je ne mérite pas d'être ici, dit-il d'une voix basse. Mais j'avais besoin de voir ça. De vous voir tous. J'ai bâti des murs et je l'ai appelé maison.
J'ai poursuivi le pouvoir et je l'ai appelé amour. Mais ça, il balaya la salle du regard, la voix brisée, c'est ce que j'aurais dû construire. Il regarda Maya. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai pris. Puis Jordan. Et pour tout ce que je t'ai mal appris. Enfin Jadon. Tu m'as rappelé ce qu'est la vérité. J'espère qu'un jour je mériterai de m'asseoir à ta table. Les yeux de Jadon se remplirent de larmes. Lentement, il tendit sa petite main. Tu peux t'asseoir maintenant, si tu veux. La salle devint muette. Richard resta figé, puis hocha la tête et fit un pas hésitant. Jordan et Maya échangèrent un regard, incertain, mais sans vouloir briser la paix fragile. Evelyne porta une main à sa poitrine, murmurant « Seigneur, aie pitié ». Richard s'assit près de son petit-fils, qui lui prit la main. « Ce n'est pas grave, dit Jadon simplement. On fait tous des erreurs. Grand-mère dit que le Seigneur aime réparer les choses cassées. » Les larmes de Leverne coulèrent enfin. Par la bouche des enfants, murmura-t-elle. La musique reprit, un doux gospel flottant dans l'air. Jadon retourna à son clavier et commença à jouer les premières notes de Amazing Grace. Ses doigts tremblaient, mais la mélodie se forma, emplissant la salle d'une émotion indicible, douleur, pardon, guérison. Et tandis qu'il jouait, son pied bougea imperceptiblement. Maya étouffa un cri. Jordan tomba à genoux près de lui, les yeux écarquillés. Jadon, refais ça. Le thérapeute, resté à distance, dit calmement. Concentre-toi, champion. Le garçon fronça les sourcils, puis, lentement, sa jambe tressaillit. Et son pied tapa faiblement, mais clairement, sur le rythme du chant. La salle explosa en cris et en rires. Maya se couvrit la bouche, en larmes. Jordan le serra fort contre lui. Alléluia! Cria Leverne. Evelyne applaudissait à travers ses pleurs. Jadon leva les yeux, souriant à travers ses propres larmes. On dirait que mon vœu commence déjà à se réaliser. Oui, mon ange, répondit Maya en caressant son visage. Il s'est déjà réalisé. Et tandis que la foule entonnait Amazing Grace avec lui, Richard ferma les yeux. Pour la première fois depuis des décennies, il ne se sentit plus comme un homme fuyant ses fautes, mais comme un homme pardonné par les plus petites mains de la pièce. Dehors, la nuit d'Atlanta scintillait de 1000 lumières, comme si toute la ville s'était arrêtée pour écouter la chanson d'un enfant. 3 mois plus tard, la chaleur de l'été planait sur Atlanta. Les journaux avaient tourné la page, les scandales oubliés, et le nom Caldwell n'était plus qu'un murmure. Dans un centre de rééducation en briques rouges, la vie reprenait, discrète mais tenace. Jadon, assis dans son fauteuil, faisait face au grand miroir de la salle de thérapie. Ses jambes étaient maintenues par des attelles, ses mains agrippées à des barres métalliques. La sueur coulait sur son front. « Prêt, champion ?» dit le docteur Camille avec un sourire. « Né prêt ?» répondit Jadon. Maya, debout près de la fenêtre, sentit son cœur battre à tout rompre. Le silence s'installa. Lentement, son petit corps se redressa. Les attelles se verrouillèrent. Ses genoux tremblaient mais il tenait debout. « Tiens bon, compte jusqu'à 5, dit le docteur. 1, 2, 3, sa voix tremblait. 4, 5. Maya applaudit en pleurant. C'est mon garçon. Jadon rit, haletant, et retomba dans son fauteuil, épuisé mais fier. Tu as vu? J'ai presque marché. Tu as marché, mon cœur, répondit-elle en le serrant. Tu ne le réalises pas encore, c'est tout. Un grondement de tonnerre résonna dehors, mais à l'intérieur, le monde brillait comme un soleil neuf. De l'autre côté de la ville, Jordan travaillait dans son nouveau bureau, plus petit, plus modeste, mais rempli d'une énergie nouvelle. Sur la porte, on pouvait lire « Fondation Brooks Caldwell, pour la guérison et l'espérance ». Les murs étaient couverts d'affiches d'enfants souriant en fauteuil roulant. Il parlait au téléphone avec un donateur quand Marcus entra, détendu, libéré de la rigidité du droit des affaires. « Toujours en train de changer le monde, petit frère ?» lança-t-il en plaisantant. Jordan sourit. « J'essaie, une facture d'hôpital à la fois. » Marcus s'assit en face de lui, souriant avec fierté. « Tu as entendu la nouvelle pour la condamnation de papa? » « Oui, » répondit Marcus d'une voix basse. 12 ans de prison fédérale. Jordan expira longuement, se frottant les tempes. « C'est étrange. Je pensais que je me sentirais soulagé, je ne sais pas.
Mais tout ce que je ressens, c'est du poids. Marcus hocha la tête. C'est ça, la vérité, mec. Elle te libère, mais elle ne te promet pas le confort. Jordan se renversa dans son siège, pensif. Je pense que je vais aller le voir. Marcus haussa un sourcil. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il a besoin d'entendre que je ne suis pas son ennemi. On s'en est tous sortis, et peut-être que c'est déjà une punition suffisante. Marcus esquissa un léger sourire. On dirait que tu parles comme grand-mère, maintenant. Ils rirent doucement, un rire chargé de la fatigue et de la guérison. Au même moment, Evelyne se trouvait dans la cuisine du centre communautaire, remuant une marmite de choux verts pour le dîner du dimanche. Leverne, assise dans son fauteuil roulant, supervisait comme un général. N'oublie pas le vinaigre, prévint-elle. Je sais, maman, soupira Evelyne en levant les yeux au ciel. Et pas trop de sel. On ne veut pas que quelqu'un fasse monter sa tension. Maman, tu l'as déjà dit 2 fois. Et je le redirai une 3e, si ça peut vous garder en vie. Elles éclatèrent de rire, puis le regard de Leverne s'adoucit. Ça fait du bien, hein? Quoi donc? Elle désigna la cuisine pleine de bruit, les rires d'enfants qui résonnaient dans le couloir. Tout ça. On dirait que la vie est revenue. Evelyne remua la marmite en silence. Après toute cette obscurité, oui, c'est vrai. Leverne sourit, pleine de sagesse. Dieu ne gaspille pas les tempêtes, ma fille. Il les envoie pour laver la poussière de l'âme. Ce week-end-là, Maya et Jadon arrivèrent à la nouvelle salle de la fondation. Des banderoles colorées pendaient du plafond. Marche pour l'espoir, lancement annuel de charité. Les familles remplissaient la salle, des enfants en attelle, des parents main dans la main, des infirmières allant de table en table. Ce n'était pas juste un événement. C'était un nouveau départ. Jadon monta sur scène dans son fauteuil, poussé par Jordan. Maya, sur le côté, le regardait avec une fierté immense. Jordan s'avança vers le micro. Quand tout ça a commencé, ce n'était que l'histoire d'un seul garçon, dit-il. Mais aujourd'hui, cette histoire appartient à chaque enfant qui se bat pour se relever. Le public applaudit doucement, une vague d'encouragement sincère. Jadon sourit et s'approcha du micro. Le docteur Camille dit que marcher, c'est 50% les jambes, 50% le cœur. Alors je suppose que je suis déjà à moitié en route. La foule éclata de rires et d'applaudissements. Même le maire, assis au premier rang, se leva pour applaudir. Quand le silence revint, Jadon regarda son père et murmura. « Je peux essayer ?» Jordan hésita. « Tu es sûr ?»« Oui. Je veux le faire ici, pour grand-mère. » Il se tourna vers le public, saisissant les barres installées au centre de la scène. Le silence se fit. Chaque regard était fixé sur le petit garçon. Lentement, avec effort, Jadon se redressa. Les attelles cliquetèrent. Ses genoux tremblaient. Un pas, puis un autre. Maya porta les mains à sa bouche. Evelyne éclata en sanglots. Marcus murmura tout bas. « Allez, champion !» Au 3e pas, Jadon vacilla, mais Jordan le rattrapa juste à temps. La salle explosa d'applaudissements. Jadon rit, haletant. « Je t'avais dit que j'étais déjà à moitié là. » Plus tard dans la soirée, après la cérémonie, la famille se retrouva dans le jardin calme derrière la salle. L'air d'été embaumait le chèvrefeuille et la terre après la pluie. Des lucioles flottaient paresseusement au-dessus de l'herbe. Leverne, assise dans son fauteuil, regardait Jadon avancer maladroitement pour attraper une luciole. « Regarde-le, » murmura-t-elle. « Cet enfant marche comme si la foi avait pris cher. » Maya sourit. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Il avance, c'est tout. Leverne hocha la tête. C'est comme ça que la guérison commence. Tu arrêtes de croire que tu ne peux pas, et un jour tu réalises que tu l'as déjà fait. Jordan les rejoignit, le visage encore illuminé par le succès de la soirée. On a récolté assez pour financer 2 bourses complètes pour des enfants atteints de lésions médulaires. Et l'an prochain, on s'agrandit. Leverne lui tapota le bras. Continue comme ça, mon garçon. Tu transformes la malédiction de ton père en bénédiction. Le sourire de Jordan s'effaça un instant. En parlant de papa, je vais le voir demain. Maya releva la tête, surprise. Jordan, je dois le faire, dit-il. C'est encore de la famille.
Et peut-être que le vœu de Jadon l'incluait pour une raison. Leverne acquiesça. Vas-y, alors. Apporte de la lumière là où il reste de l'ombre. Le lendemain matin, Jordan prit la route du pénitencier fédéral à la sortie de Monroe. Le soleil tapait fort, un de ces soleils qui gravent les souvenirs dans la peau. Quand Richard entra dans la salle de visite, il paraissait plus petit, plus frêle, mais apaisé comme un homme qui avait cessé de prétendre être plus qu'humain. « Tu es venu » dit-il doucement. Jordan hocha la tête. « J'ai promis à Jadon de te dire qu'il te pardonnait. » La gorge de Richard se serra. Ce gamin a un cœur que ce monde ne mérite pas. Il tient ça de sa mère, répondit Jordan en souriant. Ils restèrent un moment en silence. Puis Richard reprit. Tu as bâti quelque chose de vrai, fiston. J'ai vu les infos, la fondation. C'est du bon travail, honnête, répondit Jordan. Richard baissa les yeux. Je croyais que l'héritage, c'était les bâtiments et l'argent, mais ce sont les gens. Ça l'a toujours été. Jordan le regarda attentivement. Peut-être qu'il te reste encore du temps pour construire un autre genre d'héritage. Richard eut un mince sourire. Dis à Maya que je suis fier d'elle. Et dis à Jadon, dis-lui que moi aussi, j'apprends à marcher de nouveau. Jordan retint ses larmes. Il aimera entendre ça. Quand le gardien annonça la fin de la visite, Jordan se leva. Avant de partir, il posa une main sur l'épaule de son père. Prends soin de toi, papa. J'essaierai, répondit Richard. Ce soir-là, de retour à Atlanta, Jordan rentra à la maison. Jadon dormait sur le canapé, les attelles encore aux jambes, son petit clavier à côté de lui. Maya pliait du linge en silence. Alors ? Demanda-t-elle doucement. Il déposa un baiser sur son front. Il essaie. C'est suffisant, dit-elle avec un sourire. Peut-être que c'est tout ce qu'on peut faire, au fond. Jordan s'assit à côté de son fils, lui caressant les cheveux. L'enfant remua légèrement, murmurant dans son sommeil. On l'a fait, papa. On marche, maintenant. Jordan déglutit. Oui, mon garçon, chuchota-t-il. On marche. Dehors, les cigales chantaient. La maison était petite, mais emplie de rire, de pardon, et de cette paix qui ne vient qu'après un long combat. Les Caldwell et les Brooks avaient été brisés par la vérité, mais les fissures avaient laissé entrer la lumière. Et dans cette lumière, une nouvelle génération apprenait que la rédemption ne consistait pas à oublier la douleur, mais à avancer un pas tremblant après l'autre. Une année entière s'était écoulée depuis le mariage qui avait fait parler tout Atlanta. Les gros titres avaient disparu, les scandales enfouis dans les archives du web. Le nom Caldwell ne portait plus l'ombre de la honte, mais l'éclat d'une histoire de rédemption. La ville qui jadis murmurait des jugements murmurait désormais de l'admiration. Un matin d'avril, sous un soleil doux, la fondation Brooks Caldwell pour la guérison et l'espoir inaugurait son nouveau bâtiment, dans l'aile rénovée de l'hôpital Grady Memorial. Des lettres dorées brillaient au-dessus de l'entrée, captant chaque reflet du soleil. Journalistes, donateurs et familles s'étaient rassemblés sous de grandes tentes blanches, tandis que des enfants en fauteuil distribuaient des brochures et de petits marque-pages où l'on pouvait lire. La vérité guérit, l'espérance avance. Maya se tenait près du ruban, radieuse dans un tailleur crème, ses boucles encadrant son visage avec grâce, la confiance rayonnante. À côté d'elle, Jordan ajustait sa cravate pour la 5e fois, trahissant sa nervosité malgré son sourire fier. « Détends-toi » murmura Maya. « Tu as déjà donné des conférences, parlé à des mères. Tu gères. »« Oui, mais celle-ci est différente, » répondit-il en souriant. « Celle-ci, elle est pour lui. » Son regard se posa sur le garçon qui s'approchait de la scène. Jadon, désormais âgé de 10 ans, marchait avec précaution, une petite canne à la main. La foule applaudit tandis qu'il gravissait seul les 3 marches, tenant la rampe d'une main, la détermination dans chaque geste. Lorsqu'il atteignit le podium, il regarda la mer de visages devant lui, journalistes, politiciens, médecins, patients et sourit. « Bonjour » dit-il dans le micro. « Je m'appelle Jadon Brooks Caldwell. Et il y a un an, je n'aurais pas pu me tenir ici comme ça. » Le silence tomba sur la salle. Même les caméras semblèrent s'arrêter. « Je pensais que marcher, c'était seulement pour les gens chanceux, » poursuivit Jadon, la voix calme, claire et assurée. « Mais j'ai appris que marcher, c'est pour tous ceux qui refusent d'abandonner, même quand ça fait mal. »
même quand les autres disent que c'est impossible. Il se tourna légèrement vers ses parents. Ma mère et mon père m'ont appris que la guérison, ce n'est pas seulement ce que font les médecins. C'est ce que font les familles quand elles arrêtent de se cacher et commencent à s'aimer. L'auditoire applaudit doucement, certains essuyant leurs larmes. Maya posa une main sur son cœur. Et ma grand-mère, ajouta Jadon en jetant un regard vers Leverne assise au premier rang. Dit que Dieu donne un travail à chaque tempête. Je crois que la mienne sert à rappeler aux gens que la vérité peut te briser, mais elle te reconstruit aussi, plus fort. Le public se leva pour une ovation. Jordan souleva son fils dans ses bras tandis que les flashs des caméras crépitaient comme des éclairs. Evelyne essuya ses yeux à côté de Leverne, qui murmura. Cet enfant a transformé notre malédiction en ministère. Après la cérémonie, les invités se retrouvèrent dans le jardin derrière l'hôpital. Des tentes blanches, des tables ombragées couvertes de tarte aux pêches, de limonade et de barbecue du sud. L'air sentait la fumée de bois de carrier tandis que des rires se propageaient dans la foule. Evelyne s'approcha de Maya en lui tendant un verre de thé glacé. « Tu es fière de lui ?» Maya sourit. « Plus que fière. Je suis en admiration. » Evelyne hocha la tête. « Tu devrais l'être. Ce garçon porte des générations sur son dos, et il le fait avec grâce. » Jordan les rejoignit, passant un bras autour de la taille de Maya. « On revient de loin, » dit-il doucement. « Du mariage, à tout ça. » Evelyne rit. « Seigneur, ne me le rappelle pas. Je ne peux toujours pas entendre le mot vœu sans frissonner. » Ils éclatèrent tous de rire, un rire qui ressemblait à une grande respiration après trop longtemps sous l'eau. Non loin de là, Marcus se tenait avec Tasha près d'une table réservée aux donateurs. Il avait troqué son costume pour un jean et une chemise retroussée, les manches tachées d'encre après avoir rédigé les nouveaux contrats de la fondation. « Jamais je n'aurais cru voir ça », taquina Tasha. Marcus Caldwell à un événement caritatif, et en train de sourire. Il rit. « Disons que la vérité change un homme. » Elle se pencha, malicieuse. « Une bonne femme aussi. » Il leva un sourcil. « Tu veux postuler ?» Elle sourit. « Peut-être bien. » Ils entrechoquèrent leurs verres, l'étincelle entre eux évidente. Plus tard dans la semaine, une nouvelle fresque fut inaugurée au centre-ville. Une peinture vibrante de Jadon entourée d'enfants, certains en fauteuil, d'autres marchant à ses côtés. Sous le tableau, un titre, « Le courage de se lever ». Jadon la regarda, les yeux écarquillés. « C'est moi. » Jordan s'agenouilla près de lui. « Tu l'as mérité. »« Mais je ne l'ai pas fait tout seul, » répondit Jadon. « Tu as aidé. Maman a aidé. Grand-mère a prié. Même grand-père. » Sa voix s'adoucit. « Lui aussi, il a aidé, hein ?» Les yeux de Jordan se voilèrent, mais il hocha la tête. « Oui, fiston. À sa façon. » Cet après-midi-là, Maya et Jordan emmenèrent Jadon visiter la prison de Mont. Richard y était depuis 9 mois, travaillant à la bibliothèque et enseignant la finance aux autres détenus. Quand le gardien les fit entrer, il paraissait plus vieux, les cheveux argentés, mais son regard était plus clair que jamais. « Salut, champion », dit Richard en souriant tandis que Jadon marchait vers lui. « Pas de roue aujourd'hui, hein ?» Jadon redressa le menton. « Non. Juste mes jambes que Dieu a réparées. » Les yeux de Richard se remplirent de larmes. « Je vois ça. Tu grandis plus vite que je ne peux compter. » Jordan serra la main de son père, ferme, respectueux. « Tu as bonne mine, papa. » Richard eut un petit rire amer. « Ça fait étrange d'entendre ça. Votre visite veut dire plus que vous ne le pensez. » Maya s'assit en face de lui. « Jadon a fait un discours aujourd'hui. »« J'ai vu ça sur les infos de la prison, » dit Richard. « Le plus beau jour de ma vie. » Jadon se pencha, sérieux. « Tu vas rentrer à la maison un jour. » Richard hésita. « Un jour, oui. Quand j'aurai payé ce que je dois. » Jadon hocha la tête. « C'est bon. On te gardera une place à table. » Les mots frappèrent Richard comme une vague. Il détourna le regard, avalant difficilement ses émotions. « Tu es un bon garçon, Jadon. » L'enfant sourit. « Non. J'ai juste de bonnes personnes qui m'aiment. » Quand l'heure de visite prit fin, Richard les accompagna jusqu'à la porte. Avant de partir,
Jadon se retourna. Grand-père. Oui, mon garçon. Tu as dit que tu réapprenais à marcher, toi aussi. Tu t'entraînes encore? Richard posa une main sur sa poitrine et rit doucement. Tous les jours, juste ici. Ce soir-là, de retour à Atlanta, la famille se réunit dans l'église rénovée d'Evelyn, transformée en centre communautaire Leverne Caldwell House of Hope. Les vitraux brillaient doucement sous la lumière du soir. À l'intérieur, des familles venues de toute la ville faisaient la queue pour recevoir des repas, de l'aide thérapeutique et participer au programme parascolaire. Leverne était assise à l'avant, un châle fleuri sur les épaules. Maya s'approcha. Grand-mère, regarde cet endroit. Tu l'as fait. Leverne sourit. Bébé, j'ai juste planté la graine. C'est vous qui l'arrosez. Evelyn arriva, tendant un verre de limonade à sa mère. Maman, tu devrais te reposer. Tu es ici depuis ce matin. Leverne rit. Je me reposerai quand le ciel me le dira. Pour l'instant, j'ai de la joie à superviser. Les rires résonnaient dans la salle pendant que des enfants jouaient du piano près de la scène, le vieux clavier de Jadon, désormais offert au centre. Il s'assit avec eux, apprenant à une petite fille à trouver le do du milieu. Bien joué, dit-il fièrement. Tu vois? Pas besoin d'avoir peur des fausses notes. La fillette rit. Et si je me trompe? Jadon sourit. Se tromper, ça veut juste dire que tu joues encore. La musique ne s'arrête pas. Elle apprend. Maya essuya discrètement ses larmes, le cœur plein. Jordan passa un bras autour de ses épaules. Il est incroyable, hein? Elle hocha la tête. Il est tout ce dont on avait besoin. En fin de soirée, Marcus monta sur scène pour annoncer la surprise finale. La fondation s'associe à la ville pour construire un nouvel hôpital pour enfants, annonça-t-il. Et grâce à de généreux donateurs et à un certain garçon de 10 ans très persuasif, devinez quel nom il portera. La foule murmura, souriante. Marcus se tourna vers Jadon. L'hôpital pour enfants Jadon Brooks Caldwell, ouverture prévue au printemps prochain. Les applaudissements furent assourdissants. Jadon resta un instant sans voix, puis courut dans les bras de ses parents. Maya le serra fort, riant à travers ses larmes. Maman, murmura-t-il, je crois que je peux marcher jusqu'au bout maintenant. Elle l'embrassa sur le front. Tu l'as déjà fait, mon cœur. Tu nous as tous ramenés à la maison. Leverne leva les mains vers le ciel, des larmes coulant sur son visage ridé. Merci, Seigneur, murmura-t-elle. Tu as transformé notre tempête en lever de soleil. Le cœur, déjà près de la chair, entonna doucement. Amazing Grace, how sweet the sound. Et bientôt, toute la salle chanta d'une seule voix. Des enfants, des parents, des jeunes et des anciens. La mélodie s'éleva et emplit l'église, jusqu'à sembler se répandre dans les rues alentours, où les lampadaires brillaient comme des halos. Et au premier rang, Jadon se tenait debout, sans aide, sa canne oubliée à ses côtés, chantant plus fort que quiconque. Parce qu'il savait que la grâce n'était pas seulement étonnante, elle était vivante. Le matin baignait dans une lumière dorée et douce. Le genre de jour où Atlanta semblait avoir été lavée de toutes ses douleurs pendant la nuit. La rosée scintillait sur l'herbe, devant le tout nouveau hôpital pour enfants Jadon Brooks Caldwell, où une foule commençait déjà à se rassembler. Les journalistes ajustaient leurs caméras. Des enfants en fauteuil roulant s'étaient alignés près de l'entrée. Et une fanfare faisait vibrer l'air de ses accords gospel. À l'intérieur du hall, Maya se tenait près d'une fenêtre. Son reflet se confondant avec la vue du dehors, le ruban, la foule, la lumière du soleil. Elle expira lentement. Je n'arrive pas à croire que c'est réel, murmura-t-elle. Jordan s'approcha derrière elle, passa un bras autour de sa taille. C'est plus que réel, répondit-il. C'est un héritage. Elle sourit et se blottit contre lui. Tu te souviens de notre première rencontre? J'étais en retard à ton concert, et tu m'as crié dessus parce que j'avais heurté ton étui de guitare. Et toi, tu m'as crié dessus en me disant d'acheter un ego plus petit, rit-il. On dirait qu'on se dispute depuis ce jour-là, dit Maya en riant. Peut-être, répondit Jordan en déposant un baiser sur sa tempe. Mais maintenant, c'est en harmonie. Derrière eux, Jadon était assis sur une chaise près de la scène. Plus de fauteuils roulants, plus de béquilles, juste une simple chaise pliante.
Ses attelles avaient disparu. Sa canne reposait non loin, inutilisée. Il portait un costume bleu marine, une cravate légèrement de travers. Et un sourire si large qu'on aurait dit que le soleil avait trouvé refuge en lui. Leverne était assise au premier rang, une couverture sur les genoux. Evelyne à ses côtés dans une robe lavande. Ce garçon, murmura Leverne, on dirait qu'il est sorti tout droit d'une prière. Maman, regarde ce qu'il a commencé, dit Evelyne en souriant à travers ses larmes. Tout ça, à cause d'une vérité criée à un mariage. Le Seigneur sait toujours se servir de l'inattendu, répondit Leverne en riant. La fanfare s'apaisa. Les caméras se tournèrent vers le podium, où le maire d'Atlanta se tenait debout. Mesdames et messieurs, annonça-t-il. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes d'un lieu bâti non pas sur la richesse, mais sur le courage, un lieu où la vérité, la famille et l'amour ont transformé la douleur en guérison. Des applaudissements parcoururent la foule. Puis le maire ajouta, en souriant. Et maintenant, j'aimerais accueillir le cœur de cet hôpital. Le garçon qui nous a tous appris ce qu'est la foi, Jadon Brooks Caldwell. Des acclamations éclatèrent. Jordan prit la main de son fils pour l'aider à se lever. La foule retint son souffle lorsque Jadon se tint debout sans aide. Ses pas étaient prudents, mais assurés. 1, 2, 3. Chaque pas était un défi, une victoire, un miracle. Maya porta la main à sa bouche, les larmes ruisselant sur ses joues. Il marche, murmura-t-elle. Jadon atteignit le podium. Le micro saisit sa petite voix, stable mais pleine d'émotion. Bonjour, dit-il. Quand j'étais à l'hôpital après mon accident, je rêvais souvent de courir. Pas pour gagner des courses ou des trophées, mais juste pour sentir le vent à nouveau. Il fit une pause, balayant la foule du regard. Puis un jour, j'ai compris que je n'avais peut-être pas besoin de courir. Peut-être qu'il suffisait de me relever et de continuer d'essayer. Et chaque fois que je tombais, quelqu'un me relevait. Ma maman, mon papa, ma grand-mère, mes grands-mères. Il adressa un sourire à Evelyne et à Leverne. Et tous les docteurs et amis qui n'ont jamais abandonné. Une petite fille en fauteuil roulant cria. On t'aime, Jadon. Moi aussi je vous aime, répondit-il en riant. Et je veux que tous les enfants ici sachent une chose. Vous marchez déjà, d'une manière que le monde ne voit pas encore. Pas besoin d'aller vite pour avancer. Le public se leva, applaudissant, criant, pleurant parfois ouvertement. Jordan rejoignit son fils et posa une main sur son épaule. Ensemble, ils prirent les ciseaux et coupèrent le ruban rouge. La foule éclata en acclamations, tandis que des confettis tombaient du plafond. Plus tard, la famille visita les salles de l'hôpital. Les murs étaient peints en bleu et jaune vif, ornés de fresques d'enfants et d'anges dansant dans la lumière. Un piano trônait dans le hall, le même clavier que Jadon avait joué pour ses 10 ans. Brillant et poli. On dirait la maison, murmura Maya. C'est la maison qu'on a bâtie sur la vérité, répondit Jordan. Leverne roula jusqu'au centre de la pièce et leva les yeux vers la plaque murale. Dédiée aux familles qui avaient choisi la guérison plutôt que la haine. Dédiée à la puissance de la vérité. Ses doigts tremblants effleurèrent l'inscription. Amen, chuchota-t-elle. Dehors, une file d'enfants attendait déjà pour la rééducation. Certains en fauteuil, d'autres sur des béquilles. Tous avec des visages pleins d'émerveillement. Maman, je peux leur jouer quelque chose? Demanda Jadon. Bien sûr, mon cœur. Va partager ton don. Il s'assit au piano, redressa sa cravate et commença à jouer une mélodie douce et profonde. Sa propre version de Amazing Grace. Mais à mi-parcours, les notes changèrent, devenant plus vives, pleines de lumière. Les gens se rassemblèrent, se balançant au rythme. Les enfants applaudirent, le personnel sourit. Et Jordan murmura à Maya. C'est sa chanson maintenant, plus la nôtre. Elle l'a toujours été, répondit-elle. L'après-midi, la famille se retrouva sous un magnolia du jardin de l'hôpital. L'air sentait les fleurs et la terre fraîche. Evelyne servait de la limonade, tandis que Marcus et Tasha étendaient une nappe de pique-nique. Alors, maintenant? Demanda Marcus. Vous avez la fondation, l'hôpital, le miracle vivant. C'est quoi la suite pour les Brooks Caldwell? Peut-être du repos, répondit Jordan en riant. Tu dis ça tous les mois, plaisanta Maya. Cette fois je le pense. Pas de scandale,
Pas de drame, juste la paix. La paix, dit le Verne, ce n'est pas l'absence de bruit, mon chéri. C'est la présence d'un but. Alors on est exactement là où on doit être, répondit Maya en souriant. Jadon arriva en courant, oui, en courant à travers la pelouse. Ses jambes vacillaient un peu, ses bras ouverts comme des ailes. Mais il ne tomba pas. Papa. Mamie. Regardez. Cria-t-il. Tous se tournèrent vers lui. Le voyant trébucher puis s'effondrer dans les bras de sa mère, riant aux éclats. Je l'ai fait. Oui, mon amour, tu l'as fait, murmura Maya en l'embrassant. Jordan s'accroupit près d'eux, les yeux humides. Je te l'avais dit, un jour tu marcherais à nos côtés. Et maintenant, répondit Jadon avec un grand sourire. Je peux marcher devant vous aussi. Tout le monde éclata de rire, un rire clair. Un rire qui sonnait comme de la musique. Evelyne leva son verre de limonade. À la vérité. Marcus leva le sien. À la famille. Et au garçon qui nous a tous ramenés à la vie, ajouta le Verne. Le soleil descendait lentement, peignant l'horizon de nuances d'orange et de rose. Les lucioles clignotaient dans l'air, et Jadon les regardait avec une admiration silencieuse. Maman, murmura-t-il, tu crois que grand-père peut nous voir? Maya leva les yeux vers le ciel. Oui, mon cœur. Je crois qu'il marche avec nous maintenant. Jadon sourit et tendit la main vers sa canne, mais après un instant, il la laissa tomber dans l'herbe. Il n'en avait plus besoin. La fanfare du matin jouait encore faiblement près de l'entrée de l'hôpital. Le morceau porté par la brise. When the sun go marching in. Jadon inspira profondément, leva le menton et commença à avancer. Chaque pas était assuré, plein de grâce, et un rire éclatant s'échappait de lui, lumineux, libre, complet. La foule près de l'hôpital le remarqua et applaudit tandis qu'il traversait la pelouse. Maya et Jordan le suivaient, main dans la main, tandis que le soleil projetait leurs ombres longues et dorées. La voix de Leverne, tremblante mais forte, résonna doucement dans le jardin. Quand un enfant dit la vérité, le monde écoute. Et parfois, cette vérité nous sauve tous. Les flashs des caméras capturèrent l'instant. Le garçon marchant, sa famille derrière lui. L'hôpital brillant à l'arrière-plan. Un nouveau chapitre commençait, non seulement pour eux, mais pour chaque âme qui avait été brisée et assez courageuse pour se relever. Alors que la soirée s'effaçait dans le crépuscule, les rires continuaient. La musique montait, et la dernière image fut celle de Jadon courant maintenant, libre. Son rire se mêlant au vent. Car le garçon autrefois paralysé, qui avait arrêté le mariage d'un milliardaire, avait commencé quelque chose de plus grand, un mouvement de guérison, de vérité et d'amour. Et cette fois, rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Voici la fin de l'histoire. Si j'ai pu illuminer votre journée en commentant, monsieur, vous avez illuminé la mienne.